Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu inhabituelle parce que je vais vous faire le top 10 de mes lectures de 2022. Alors oui, normalement la vidéo aurait dû sortir en fin d'année dernière, mais bon, j'ai déménagé, puis bon, j'ai eu plein d'imprévus, et puis après tout, pourquoi ne pas faire le bilan de l'année en plein mois de juin, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? En plus, c'est bientôt l'été, donc ça vous donnera peut-être des idées de lecture pour les vacances. Le principe est très simple, il se trouve que je lis pas mal de choses tout au long de l'année, et que, en général, j'en parle ni en vidéo, ni sur les réseaux, et donc c'est simplement l'occasion de revenir sur les 10 livres que j'ai préférés en 2022. Évidemment, c'est un classement 100% subjectif, et il dépend uniquement de ce que j'ai lu dans l'année, sans que ce soit forcément d'ailleurs des livres qui sont parus cette année-là, même si, en général, c'est quand même des livres plutôt récents. Donc, évidemment, je ne vais parler ici que des livres que j'ai lus, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les livres qui vous ont le plus marqué l'année dernière. On va se faire la méga liste ultime de lecture de vacances. Bon, alors j'ai classé les livres de la 10e à la première place pour créer un peu de suspense, mais si vous vous en foutez de vous faire spoiler, vous pouvez retrouver les références en description, et surtout il y a les timecodes si vous voulez passer à un livre en particulier. Si c'est bon pour vous, on y va! Alors, avant de commencer directement le top 10, je vais prendre une petite minute pour vous parler de 3 livres que j'ai quand même trouvé assez intéressants, mais qui ne se sont quand même pas frayés un chemin jusqu'au top. Premièrement, je vais donc vous dire 2 mots de Homo Deus, une brève histoire de l'avenir de l'historien israélien Yuval Noah Harari, sorti en anglais en 2016. Alors, vous connaissez sûrement Harari, notamment pour son livre Sapiens, qui a été un succès international, et qui prenait le pari de raconter toute l'histoire de l'humanité de la préhistoire à nos jours. Ce livre, donc, se présente un peu comme la suite, et il essaye de réfléchir à l'avenir de l'humanité. Alors, j'étais un peu sceptique au début, mais le livre finalement est assez sympa, et surtout, on retrouve la façon d'écrire de Harari qui est une masterclass de vulgarisation à destination du grand public. Il y a une vidéo de la chaîne Marketing Mania qui analyse un peu le style de Harari, et il montre que, bon, ok, il fait pas mal d'approximations, ce qui est inévitable quand on prend une échelle de temps comme celle-ci, mais que son génie réside plutôt dans son storytelling et la façon qu'il a de nous raconter l'histoire de l'humanité comme un polar. Dans ce tome, donc, il essaye de réfléchir au futur de l'humanité et ce que ça va changer à notre rapport au monde. En ça, c'est un livre très différent de Sapiens parce qu'il est avant tout prospectif. Il pose des questions sur l'évolution des sociétés humaines. Par exemple, en imaginant que les progrès de la médecine arrivent à nous faire vivre jusqu'à 150 ans, est-ce qu'on aura toujours une vision du mariage comme devant durer toute la vie? Si tant est que c'est déjà la vision qu'on a aujourd'hui. Est-ce que le fait d'élever nos enfants entre nos 30 et nos 50 ans à peu près, ça ne deviendra pas finalement une petite partie un peu anecdotique dans toute l'étendue de notre vie? Comment on gérera la question du travail et des retraites? Bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais il pose un certain nombre de questions et fait des expériences de pensée qui sont assez intéressantes en observant la réalité actuelle et en gros en poussant les potards un peu plus loin pour regarder ce qui pourrait advenir. Du coup, ça fait du livre un objet assez hybride, parce qu'il est pas mal sourcé dans l'histoire et dans le présent, pour saisir un petit peu les tendances et les questionnements souvent très actuels, mais il y a une forte dimension prospective, où il va essayer de réfléchir au rapport entre l'humanité avec le vivant, le cybernétique, comment le développement technologique va changer notre rapport au monde. Un des points qu'il développe pas mal, et qui m'avait déjà plu dans le premier tome, c'est notamment l'analyse qu'il fait des fictions, et comment les fictions sont essentielles parce qu'elles permettent la coopération entre les hommes. Alors, sur le terme fiction, il parle bien sûr des religions, mais aussi de l'éthique, des valeurs, et plus précisément de l'humanisme, qui est selon lui devenu la nouvelle religion du XXe siècle. Alors, en soi, c'est pas une thèse nouvelle du tout, c'est déjà ce que disait Durkheim à la fin du XIXe siècle, dans un article qui s'appelle « L'individualisme et les intellectuels », où il écrivait que l'individualisme est devenu une religion dont l'homme est à la fois le fidèle et le dieu. Mais là où Harari innove, c'est qu'il prédit justement la chute de cette religion humaniste dans un XXIe siècle où les machines vont devenir supérieures aux hommes en tout point. Donc évidemment, je ne vous conseille pas vraiment ce livre si ce que vous cherchez, c'est avant tout une rigueur scientifique indiscutable. À sa réception, plusieurs critiques lui ont notamment reproché de céder à la mode des ouvrages apocalyptiques sur le futur de l'humanité. Mais si vous cherchez un livre admirablement bien écrit et facile à lire qui pose des questions assez stimulantes sur l'avenir de l'humanité, je ne vois aucune raison de ne pas vous le conseiller. J'ai pas encore lu le livre qu'il a sorti après, les 21 leçons pour le 21e siècle, mais je vais peut-être me laisser tenter, et dans ce cas, peut-être qu'on en reparlera l'année prochaine. Livre suivant. Alors, pour les livres qui suivent, je vais aborder un sujet un peu particulier. Et oui, cette année, j'ai lu 2 livres de Gerald Bronner. Et il se trouve que j'ai un problème
avec Gérald Bronner. J'arrive pas à m'en faire un avis définitif. Donc bon, pour vous présenter rapidement le bonhomme, il est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie de médecine, il travaille sur la rationalité, et c'est notamment un tenant de l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. En 2017, il a publié avec Étienne Guéant un pamphlet qui a fait un peu de bruit, Le danger sociologique, dont Karim de la chaîne Politicon avait d'ailleurs fait une capsule à l'époque, et bon, quand je dis que le livre a fait du bruit, c'est surtout vrai dans la sphère médiatique. Finalement, assez peu dans la sphère scientifique, parce qu'en fait, il utilise la technique de l'homme de paille quand il essaye de décrédibiliser ce qu'il appelle les sociologues déterministes, au premier rang desquels il place évidemment Bourdieu et ses héritiers. Et justement, j'en arrive au point un peu particulier de Bronner, c'est que d'un côté, il est bien installé dans le champ académique et médiatique, il est prof à l'Université de Paris, il a même été missionné l'an dernier par Emmanuel Macron pour faire une commission visant à réfléchir à la régulation des fausses informations, mais d'un autre côté, il reste quand même assez isolé sur le plan scientifique, quand on connaît un petit peu le champ de la recherche en sociologie. En fait, Bronner, c'est surtout une figure très médiatique. Dès qu'il sort un bouquin, il est reçu partout, à la télé, à la radio. Il a par exemple son rond de serviette chez Quotidien ou dans la matinale de France Culture. Donc en ça, il a une couverture bien supérieure à la majorité des sociologues. Mais quand on regarde ses publications, justement, on s'aperçoit qu'il sort pas mal de petits essais, de petits livres qui ont une ambition scientifique finalement assez modeste, et d'ailleurs où il recycle un petit peu souvent les mêmes idées. Mais bon, pourquoi je vous tenais à vous en parler ? C'est parce que j'ai des sentiments mitigés à son sujet. Le fait est que, même s'il m'énerve à plein de niveaux et que je suis rarement d'accord avec lui, je l'aime bien quand même. Quand il passe à la radio, je suis content de l'écouter, même si c'est pour parler de sa vie personnelle et de comment lui, il a super bien vécu son ascension sociale, pas comme tous ces transfuges fragiles qui mettent en avant le dolorisme dans leurs récits. Il y a des sillons narratifs qui peuvent nous égarer, et un de ces sillons narratifs que j'étudie, c'est le dolorisme, c'est-à-dire effectivement l'exaltation de la douleur pour se raconter soi-même, qui est très tangible là dans le discours d'Édouard Louis. Je caricature, évidemment, mais c'est justement là mon propos, c'est que de la même façon que Bronner, il a tendance à caricaturer les autres, ça peut être facile de le caricaturer lui, et en général, quand on l'écoute, ou qu'on le lit, il a une vision souvent plus intéressante que cette caricature, et c'est en fait assez rare que je m'ennuie quand je l'écoute passer dans un média. Mais bon, comme je vous disais, j'ai encore du mal à me faire un avis définitif sur Gérald Bronner, il faudra probablement que j'y réfléchisse davantage, et en attendant, si ça vous intéresse, je vous conseille un billet de blog de Tronksen qu'il avait consacré à Gérald Bronner et qui donne pas mal d'éléments de réflexion sur le sujet. Mais trêve de présentation. J'ai donc lu son livre Apocalypse cognitive, sorti en 2021 au PUF, aux Presses universitaires de France, et pour vous présenter rapidement l'ouvrage, il traite de ses sujets de prédilection, à savoir le cerveau, les biais cognitifs, les moyens de communication modernes. Son concept central, c'est celui d'une dérégulation du marché de l'information à l'ère d'Internet et des difficultés de notre cerveau à y faire face. Alors, le livre est assez intéressant, il commence par une petite histoire de l'humanité et de la façon dont notre cerveau a été façonné par notre histoire évolutive. L'idée, c'est que notre cerveau actuel est globalement le même que celui des chasseurs-cueilleurs d'il y a plusieurs milliers d'années, mais que comme nous vivons dans un milieu complètement différent, nous sommes globalement inadaptés pour faire face aux moyens modernes de communication et d'échange. Plus précisément, il souligne que nous avons de nombreux biais cognitifs, qui ont pu être très utiles à une époque de notre évolution, ça, il n'y a pas de doute, mais qui sont plutôt aujourd'hui un frein à la pensée rationnelle. Dans ce contexte, le livre soutient 3 thèses principales. Premièrement, que nous avons aujourd'hui ce qu'il appelle un temps de cerveau disponible très élevé, et qu'une grande partie de ce temps est affecté aux usages d'Internet. Deuxièmement, l'idée que Internet est un marché cognitif dérégulé, et notamment que les mécanismes de ce marché permettent de révéler de façon transparente, ou presque, les préférences humaines, en regardant par exemple le type de sites web qui sont les plus visités. Et globalement, ça donne pas une belle image de nous, parce qu'on est beaucoup plus attiré par les contenus à caractère sexuel que par les œuvres de la philosophie allemande, pour ne prendre qu'un exemple. Et enfin, sa troisième thèse, c'est que nos comportements en ligne ne sont pas spécifiques à notre époque, mais correspondent à une sorte de nature humaine qui serait le fruit de notre parcours évolutif. En gros, on a tous le même type de cerveau. Cette troisième thèse, elle est assez typique du courant sociologique dans lequel s'inscrit Bronner, qu'on pourrait appeler la sociologie cognitive, et qui s'appuie assez largement sur les neurosciences. Le problème de ce paradigme, c'est qu'il est finalement assez peu sociologique, puisque on considère par défaut qu'on a à peu près tous le même cerveau et les mêmes façons de fonctionner, et donc que les résultats en sciences cognitives s'appliquent à tout le monde sans distinction. Évidemment, je caricature,
Mais quand même, le postulat reste un peu celui-là, et il tient pas vraiment quand on regarde plus précisément. Le cerveau, c'est pas du tout le seul déterminant de l'action. Et je vous renvoie vers les très bonnes interventions du neuroscientifique Albert Moukiéber si c'est un sujet qui vous intéresse. Et globalement, c'est le principal reproche qu'on peut faire au livre de Bronner, c'est que, pour un livre de sociologue, il est finalement assez peu sociologique. On manque souvent de sources véritablement scientifiques pour étayer le propos, et par exemple, son concept de temps de cerveau disponible, alors, ok, il a l'avantage d'être parlant, mais il repose sur pas grand-chose et sa définition reste assez floue. L'analogie du marché libre pour parler d'Internet, c'est un peu pareil. Il présuppose qu'il y a un marché libre, mais à aucun moment on a une analyse des structures d'organisation d'Internet et des stratégies de pouvoir qui s'y jouent. Est-ce qu'on peut vraiment dire que nos recherches Internet révèlent notre nature profonde sans analyser les architectures qui sont précisément là pour nous inciter à faire telle ou telle chose ? Bref, je vais pas dire que le bouquin est inintéressant, parce que c'est loin d'être le cas, c'est notamment dans ce livre-là que Bronner parle de l'effet Cobra, et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire un épisode sur la chaîne. Mais il faut bien garder en tête qu'on est plus de l'ordre de l'essai que du vrai travail sociologique de qualité. Et sinon, j'ai lu un autre de ses livres, mais là je vais être beaucoup plus rapide, c'est son petit Cabinet de curiosité sociale paru au PUF en 2018. Et en fait, c'est une compilation de tous les articles qu'il a écrits dans divers journaux comme Le Point, Pour la Science ou La Revue des Deux Mondes. Alors là, on est loin d'un grand livre théorique, puisque c'est une succession de petits articles de quelques pages chacun qui abordent plein de sujets différents. Alors, on retrouve certaines de ces marottes parfois un peu énervantes, comme ces diatribes contre le principe de précaution, ou des takes un peu réac parfois, mais il aborde aussi plein de sujets super intéressants, avec souvent un angle sur la rationalité et les biais cognitifs. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. En fait, même de façon générale, j'adore ces livres de compilation d'articles, parce qu'en général, ça se lit très bien, ça propose des angles intéressants sur des faits d'actualité, et celui-là ne fait pas exception, donc je vous conseille plutôt son cabinet de curiosité sociale. Mais maintenant qu'on a fini avec le hors-top, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Donc sans plus attendre, on commence notre top 10 par... Numéro 10, Les Gardiens de la Raison, enquête sur la désinformation scientifique publiée à La Découverte par les journalistes du Monde Stéphane Aurel et Stéphane Foucard et par le sociologue et maître de conférence à l'EHESS Sylvain Laurent. Et je me dis que c'est quand même très ironique de vous parler de ce livre juste après vous avoir parlé de Gérald Bronner. Vous allez comprendre. Alors, c'est un livre un peu spécial parce qu'il est écrit à 6 mains et qui se présente un peu comme la suite des 3 précédents livres écrits par les différents auteurs. Donc, Stéphane Foucard avait publié en 2013 La fabrique du mensonge, comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger, dans lequel il étudiait les manipulations scientifiques en faveur des industriels. Stéphane Aurel avait publié en 2018 Lobbytomie, comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie, dans lequel elle regardait comment les lobbies des pesticides et du tabac, de la chimie ou de l'amiante utilisent des stratégies diverses pour continuer à diffuser des produits nocifs. Et enfin, Sylvain Laurent a publié en 2019 Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France 1930-2005, dans lequel il regardait comment des petites organisations rationalistes se sont emparées de l'espace public pour promouvoir un certain esprit scientifique visant à défendre la vérité et la science. Du coup, le livre Les Gardiens de la Raison, c'est un peu la continuation de ces 3 approches, et il étudie comment la science aujourd'hui est diffusée et vulgarisée en montrant que les stratégies des industriels ont su s'adapter à cette nouvelle façon décentralisée de promouvoir l'esprit scientifique. Alors, avant toute chose, je vais préciser que le livre est loin d'être parfait, et de fait, il a provoqué pas mal de réactions un peu épidermiques dans les milieux scientifiques et rationalistes, mais il n'en reste pas moins qu'il pointe des problèmes importants et auxquels il est crucial de réfléchir pour avoir une vision plus réflexive de la façon dont se diffusent les informations aujourd'hui. Évidemment, c'est une question qui, moi, me concerne personnellement, parce que je fais de la vulgarisation sur Internet, je suis membre du Café des Sciences, et même si en général je n'aborde pas des sujets qui pourraient concerner des lobbies ou des industriels, ça m'embêterait quand même bien de me rendre compte que j'ai malgré moi répété des arguments concoctés par des lobbies en étant persuadé de relayer un consensus scientifique. Donc, revenons un peu plus en détail sur le contenu du livre. Il commence par présenter la façon dont le lobbying des grandes entreprises a muté depuis les années 90, notamment après la révélation que l'industrie du tabac a clairement manipulé la science pour faire planer le doute sur la dangerosité du tabac, notamment en alimentant la déviance envers les instances gouvernementales de régulation. C'est quelque chose qui a été très bien décrit dans le fameux livre Les marchands de doute de Naomi Oreskes et Eric Conway,
qui retrace l'articulation entre les tactiques sur les marchands de tabac et les controverses sur le réchauffement climatique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie des lobbies n'est plus la même et elle repose de plus en plus largement sur le fait d'enrôler directement des citoyens dans les stratégies de lobbying. Et ça s'est fait principalement à travers de nombreux vulgarisateurs et passeurs de science qui se proposaient de mettre en avant le rationalisme et la façon de faire de la bonne science. Alors attention, c'est là qu'il faut absolument pas caricaturer le bouquin. Le message du livre, c'est pas un propos complotiste qui dirait que tout le monde est à la botte des lobbies. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de montrer comment des personnes de bonne foi, véritablement passionnées par la science et eux-mêmes parfaitement sincères, se retrouvent parfois à recycler des arguments qui sont pas vraiment scientifiques, mais que si on remonte à la source de l'information, ils ont été introduits par des lobbies. Et c'est justement cette circulation horizontale de l'information qui permet aux lobbies de ne pas communiquer directement, mais de distiller des arguments au bon endroit en leur donnant le bon enrobage de la bonne science. Par exemple, le livre revient assez longuement sur le cas de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui dirige la revue Science et Pseudosciences, et il montre qu'il participe probablement involontairement à la propagation de fables technoscientifiques qui visent à incriminer le principe de précaution et les discours environnementalistes. Et comme cette association jouit par ailleurs d'une grande crédibilité scientifique, ça rend d'autant plus problématique les fois où elle joue le rôle de caution scientifique au discours des industries polluantes. Et il y a notamment un chapitre entier sur Gerald Bronner, dont je vous parlais un peu plus tôt, qui pointe notamment le fait qu'il tient des positions qui sont souvent alignées avec celles des industriels, comme le livre entier qu'il a fait contre le principe de précaution ou les disqualifications qu'il fait régulièrement contre les préoccupations écologistes. Lui, qui est un spécialiste de la rationalité et de la circulation des fausses informations, on retrace ironiquement une fausse information qu'il a participé à propager concernant les méfaits du principe de précaution durant l'épidémie de choléra à Haïti, et même lui a fini par reconnaître que c'était en fait une fausse information. Bon, Bronner a par ailleurs porté plainte en diffamation contre les auteurs du livre parce qu'il soulignait notamment que ces derniers travaux étaient plutôt des essais que des enquêtes scientifiques en phase avec les règles méthodologiques de la recherche en sociologie. Le tribunal judiciaire a cependant conclu qu'il n'y avait pas de caractère diffamatoire et qu'il s'agit plutôt d'une opinion critique sur son travail, chose que Bronner fait d'ailleurs allègrement dans ses propres livres. Du coup, on a le droit de dire que les bouquins de Bronner manquent de soubassement scientifique. C'est bon à savoir. Pour finir sur le livre, comme je vous l'ai dit, il est très intéressant, mais il est loin d'être parfait. Là-dessus, je rejoins complètement les critiques relevées par Kumo-kun dans sa recension sur le site Zététique Métacritique, que je vous invite à consulter si vous voulez aller plus loin. Le livre présente certains éléments de façon partielle, il y a des choses qui sont plus insinuées que démontrées, et parfois on tombe dans l'excès inverse, quand par exemple, en voulant critiquer les méthodes des lobbies vis-à-vis des pesticides, ils en viennent à avoir des excès de bienveillance envers d'autres acteurs qui ont aussi dit des choses notoirement fausses sur le sujet. Comme le souligne Kumo-kun, tout livre voulant dénoncer la désinformation scientifique, et notamment celle des personnalités et des instances qui se présentent comme rationnelles et pro-science, se doit d'être irréprochable. C'est à ce prix que s'acquiert la crédibilité qui permet de faire mentir les accusations d'insinuation complotiste. En l'état actuel, du fait des approximations qu'il contient, l'ouvrage remplit difficilement ce critère. Cela dit, ce n'est pas parce que le livre n'est pas parfait qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il pose des questions hyper importantes sur le pouvoir des lobbies, sur la façon dont ils peuvent exercer une emprise sur des personnes tout à fait de bonne foi, et il pose des questions institutionnelles importantes, comme par exemple tout un passage qui est développé sur les presses universitaires de France, le PUF, qui ont été rachetés par le PDG d'une société de réassurance privée, et qui publie à la fois des livres hautement scientifiques, c'est important pour garder une crédibilité universitaire, mais aussi des livres beaucoup plus contestables sur le plan scientifique, comme par exemple un livre de Didier Raoult dans la collection Humaine Science, ou même la quasi-totalité des livres de Bronner qui paraissent quasiment tous au PUF. Bref, le livre pose des questions importantes sur les nouvelles formes de lobbying et l'emprise inconsciente qu'elles peuvent causer, et il nous enjoint donc à faire preuve d'autant plus de prudence et de réflexivité dans nos activités de vulgarisation. Je vous le conseille si c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, c'est fini pour les gardiens de la raison, on passe donc au livre suivant. Numéro 9, Culture de masse et société de classe, le goût de l'altérité par Philippe Coulongeon, publié au PUF en 2021. Alors, Philippe Coulongeon, il est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école doctorale de Sciences Po, et c'est un spécialiste des questions de pratique culturelle, de démocratisation de l'éducation et de la façon dont se forment les échelles de légitimité culturelle. Ce sont des questions qui, à titre personnel, me passionnent, et d'ailleurs, Philippe Coulongeon a été mon directeur de mémoire quand j'étais moi-même en master.
Le livre Culture de masse et société de classe se présente donc comme une somme qui revient sur presque 50 ans de recherche sur les pratiques culturelles et qui réactualise tout ça avec les derniers travaux sur le sujet en faisant dialoguer une littérature très variée et internationale. C'est peut-être même presque le seul reproche qu'on pourrait lui faire, hein, c'est qu'effectivement c'est extrêmement dense, c'est précis, mais du coup ça se lit pas comme un roman, quoi. Moi c'est des questions qui m'intéressent, et j'ai pas mal lu sur ces sujets-là, mais parfois il fallait que je m'accroche un petit peu pour pas perdre le fil du raisonnement. En fait, on va très loin dans les diverses controverses, et surtout les nuances qu'on doit apporter à telle ou telle vision qui serait trop simplificatrice. Enfin, c'est surtout vrai pour les premières parties qui reviennent dans une perspective historique sur toute la période de démocratisation culturelle et scolaire, avec tous les débats qui ont entouré ces notions. Puis dans un second temps, on nous présente davantage les résultats d'une recherche très contemporaine et originale sur la structuration des profils culturels. L'un des points que moi je trouve particulièrement intéressant, c'est tout ce qui est développé sur la modification des hiérarchies culturelles, telles qu'elles avaient été mises en évidence par Bourdieu dans La Distinction. Pour le coup, alors c'est pas du tout des choses nouvelles, et on observe déjà depuis un certain temps que les différences de légitimité culturelle, elles ne se font plus tellement entre la culture de l'élite d'un côté et la culture populaire de l'autre. Mais ça se fait plutôt entre un modèle qu'on appelle univore-omnivore. Ça, c'est quelque chose que le sociologue Richard Peterson avait mis en évidence dans les années 90, c'est-à-dire que l'opposition, elle ne se fait plus entre d'un côté les gens qui écoutent de l'opéra et de l'autre les gens qui écoutent du rap, mais plutôt entre des personnes qui consomment de tout, donc de l'opéra comme du rap, mais aussi du jazz, du rock et de l'électro par exemple. Ça, ce seraient les omnivores. Et puis les personnes qui sont qualifiées d'univores, qui n'ont qu'un seul mode de consommation culturelle, pour rester dans mon exemple, celles qui consommeraient que du rap. Ce qui est très différent de ce qu'étudiait Bourdieu dans les années 60. Mais ce que montre Coulongeon, c'est que le fait que les dominants se mettent à consommer aussi des produits culturels populaires, ça n'a pas pour autant fait disparaître les frontières de légitimité, et il analyse plutôt la montée d'un capital multiculturel et de l'importance de la réflexivité dans ce type de consommation. En clair, c'est maintenant dans la façon de consommer les mêmes produits, savons comme populaires, qu'on va trouver les principaux effets de la distinction. Par exemple, imaginez quelqu'un qui parlerait pendant des heures de contenu issu de la culture populaire, mais pour en faire des analyses réflexives et sociologiques et des supports de vulgarisation, là on serait carrément dans une appropriation distinctive de ces œuvres. Attends, quoi ? Finalement, dans la dernière partie, Coulongeon approfondit ces questions à partir d'une base de données récente et particulièrement intéressante. Il met notamment en avant un facteur générationnel qui vient considérablement complexifier l'opposition entre savant et légitime par une subdivision secondaire entre le capital établi et le capital émergent, justement. Mais tout ça, ça mène quand même à montrer que malgré un gros brouillage des frontières, les effets de domination et d'exclusion restent toujours bien présents. Le truc super intéressant, c'est que ces différents profils, ils peuvent aussi entrer en relation avec des orientations politiques et idéologiques. En gros, Coulongeon veut montrer que, contrairement à ce qu'on dit partout, le vote de classe n'a pas disparu, il s'est juste transformé. Et pour ça, il montre qu'on peut analyser l'électorat actuel selon deux grandes variables principales qui expliquent la plus grande variation des votes, le degré de libéralisme culturel et le degré de libéralisme économique. Mais la grande différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, c'est le libéralisme culturel qui est devenu plus structurant que le libéralisme économique. Du coup, en faisant des belles analyses factorielles de correspondance, il montre qu'on peut ranger les individus dans 4 grands profils politiques. Donc en bas à gauche, on a les gens très libéraux économiquement mais conservateurs culturellement. Ça, on pourrait dire que c'est des gens traditionnellement de droite. À l'opposé, on a les gens libéraux culturellement mais pas économiquement. On pourrait dire que c'est les personnes traditionnellement de gauche. Mais on a aussi des profils libéraux culturels et économiques. Globalement, ok pour les droits LGBT, mais il faut une économie de marché mondialisée. Et de l'autre côté, on a un profil purement antilibéral, c'est-à-dire conservateur sur le plan des valeurs et contre le libéralisme économique. Alors, ces données, elles ont été obtenues sur un assez petit échantillon, mais c'est des résultats super intéressants et ce serait cool de regarder ça sur des échantillons plus larges et surtout de comparer avec d'autres pays. Voilà, du coup, si vous pensez que c'est des questions qui peuvent vous intéresser, je vous conseille la lecture de Culture de masse et société de classe, et pour le coup, vous pouvez être sûr que c'est un livre super dense, ultra solide et basé scientifiquement parlant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des sujets que vous aimeriez que j'aborde plus longuement, parce que ça fait un moment que je cherche l'angle parfait pour aborder les questions de légitimité culturelle sur la chaîne, même si je sais que je le ferai un moment ou un autre. En attendant, on passe au numéro suivant. Numéro 8, Les candidats, novices et professionnels en politique de Étienne Ollion, paru au PUF en 2021.
Alors ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, de toute façon, je les ai tous aimés, puisqu'on est dans mon top 10. Mais bon, celui-là, c'est un livre clair, accessible, et surtout si vous avez envie de mieux connaître comment fonctionne le Parlement et quels sont les enjeux du mandat de député, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans Les candidats. Alors, Étienne Ollion, il est directeur de recherche au CNRS, professeur à Polytechnique, et c'est le grand spécialiste de l'Assemblée nationale. En fait, il avait déjà fait un long travail à l'Assemblée qui avait donné le livre Métier député, dans lequel il étudiait principalement la professionnalisation de la fonction de député. C'était un gros travail qui portait sur 5 législatures, de 1978 à 2017, et qui reconstituait près de 2400 carrières complètes de députés. Et puis, lorsque les élections de 2017 ont eu lieu et qu'on a vu énormément de personnes qui n'avaient jamais eu de mandat politique auparavant, les fameux novices, accéder à la fonction de député, il s'est dit que c'était vraiment trop con de ne pas aller étudier ça de plus près, et du coup, il a rempilé en ouvrant un nouveau terrain de recherche sur la mandature 2017-2022. Du coup, quand il commence à étudier les députés macronistes, ça fait déjà un moment qu'il traîne à l'Assemblée nationale et qu'il fait des entretiens à droite à gauche, et limite, il connaît mieux le métier qu'eux, quoi. Du coup, ça fait que ce livre est un document précieux parce que c'est le meilleur bilan qu'on puisse faire des députés macronistes à l'Assemblée. D'ailleurs, j'ai été assez étonné qu'en 2022, ils ne soient pas davantage invités sur les plateaux pour discuter des élections, là où toutes les chaînes essayaient de dégainer leurs meilleurs experts. On l'a quand même un petit peu vu sur Mediapart, qui savent visiblement bien choisir pour intervenants des gens véritablement spécialistes. Merci Edoui. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça a donné cette élection de 2017 ? Le premier concept central du livre, c'est celui de contournement de la file d'attente. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis pas mal d'années, il fallait attendre de plus en plus longtemps pour pouvoir devenir député. En gros, il y a un certain nombre d'étapes. D'abord, il faut être militant, puis conseiller municipal, assistant parlementaire, puis au bout d'un moment, tu peux être investi d'abord dans une circonscription pas gagnable, et au bout d'un moment, dans une circonscription gagnable. Et quand on regarde sur ces dernières années, ce temps d'attente avant d'être élu député, il s'est considérablement allongé, puisqu'on est passé en 40 ans de 5,7 ans à 11,6 ans. Donc autant dire qu'il y a plein de gens qui étaient hyper frustrés de ce cursus honorum obligatoire, et que du coup, quand Macron débarque en 2017 et qu'il recrute en 2 spi plein de nouveaux députés en speed dating pour l'élection législative, ça court-circuite complètement cette file d'attente et ça permet à plein de monde de se faire élire sans avoir à passer toutes les étapes attendues. Ça se voit clairement dans les statistiques parce qu'on a beaucoup plus de primo-députés. La moyenne d'âge à l'Assemblée, elle passe par exemple de 56 ans à 49 ans. Et quand on regarde les élus, on voit que les députés macronistes, en moyenne, ils ont 5,6 ans d'ancienneté en politique, là où c'est plutôt 20 ans pour les élus LR ou PS. Bon, du coup, ce renouveau, c'est bien sympa, mais ça a aussi un effet pervers, c'est que les nouveaux venus, ils connaissent mal, voire pas du tout, le métier de parlementaire. Parce que justement, ils n'ont pas fait toutes ces étapes comme assistants parlementaires, etc. Par conséquent, ils vont être très inégaux dans leur capacité à investir la fonction. En particulier, Étienne Ollion montre que chez les députés macronistes, c'est surtout ceux qui avaient un petit peu d'ancienneté qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, en se plaçant stratégiquement dès le début, soit dans les médias, soit dans les commissions les plus importantes, justement parce que ils connaissent les bails. Là où les nouveaux venus, ils vont rester dans des positions un peu subalternes, et ils vont être utilisés principalement pour faire nombre pendant les votes. Ça rejoint un petit peu l'accusation qu'on a beaucoup vue de députés Playmobil. Et justement, le livre montre très bien comment beaucoup de ces nouveaux députés ont été assez désabusés en fait par la découverte de ce métier et des contraintes réelles qu'ils font peser, donc les rythmes étranges, la lenteur de ce travail, l'agenda qui est chargé, des violences parfois très concurrentielles, etc., etc. Du coup, déjà que le renouvellement social a été quasiment inexistant, puisque les nouveaux venus appartiennent très majoritairement à des catégories favorisées, le renouvellement politique en lui-même, il a été assez timide, parce que c'est surtout des anciens de la politique qui ont pu tirer des avantages en coupant la file d'attente habituelle. Un autre grand apport de l'étude, c'est qu'il utilise plein de matériaux à la fois quantitatifs et qualitatifs pour mesurer les usages différenciés qui sont faits du Parlement par les différents députés. Un traitement statistique complexe permet par exemple cette représentation stylisée des pratiques à l'Assemblée selon notamment la visibilité des députés, et on voit que les positions sur cette figure varient fortement selon les partis. On voit par exemple que les députés de La République En Marche sont nombreux à être anonymes et cantonnés au scrutin ou à leur circonscription, tandis que les quelques députés de la France Insoumise y sont plutôt assez visibles, alors même que c'est plutôt assez difficile d'accéder au coin nord-est de la carte. Et ils ont plutôt tendance à se servir de l'Assemblée comme d'une tribune politique.
Si vous voulez en savoir plus sur cette modélisation-là, je vous mettrai un lien vers une conférence qu'il a donnée à l'Institut Poincaré où il détaille un petit peu les modèles d'intelligence artificielle qu'il a utilisés pour modéliser le travail parlementaire. Finalement, Étienne Ollion porte aussi un autre constat sur l'évolution du métier de député, c'est celui de la baisse d'attractivité. Alors, de fait, 65% des députés appartiennent encore aux catégories supérieures, ça, il n'y a pas de problème. Mais on voit que ces chiffres sont plutôt en baisse pour le très très haut du panier. Les professions libérales, par exemple, sont passées de 12 à 6%, et la part des hauts fonctionnaires, elle a baissé de 13,4% à 6,6% entre 1978 et 2017. Pour expliquer ça, on peut regarder l'affaiblissement du parlementarisme et l'augmentation de la défiance, mais il faut aussi voir que les conditions de travail se sont particulièrement dégradées. La charge de travail, par exemple, elle a considérablement augmenté. Au début du XXe siècle, on était à peu près à 25 000 heures de séance, là où dans les années 90 on était à 50 000 heures, et aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de 60 000 heures. Et dans le même temps, le travail de député rapporte moins. Même si on reste dans le très haut du panier, on est passé du top 1% des rémunérations au top 3%. Ce qui s'explique principalement par le décrochage des très hauts revenus dans les catégories supérieures. Mais ce qui contribue à faire de cette activité quelque chose de moins attractif pour les classes très supérieures. Au final, le constat est que le mandat de député a perdu de sa noblesse et qu'il est peut-être en train de devenir ce que David Graeber appelle un bullshit job. On en reparlera. Au passage, le livre parle assez longuement de François Fillon, et du coup ça fait toujours plaisir de lui remettre une petite couche, et notamment il prend le cas Fillon comme un exemple un peu prototypique du député de carrière qui voit son prestige social se dégrader, et le fait de replacer son cas dans l'histoire longue de la machine parlementaire, ça permet aussi d'expliquer certains de ses comportements. Attention, j'ai dit expliquer, foutrement pas excuser. Voilà, donc je vous conseille très largement le livre d'Étienne Ollion si vous voulez en savoir plus sur la mandature des macronistes et sur le métier de député en général. Je ne sais pas s'il a prévu de poursuivre son terrain pour cette mandature actuelle, il en a peut-être un petit peu marre de passer sa vie à l'Assemblée depuis tout ce temps, mais ce serait assez cool de regarder les recompositions qui sont faites depuis l'élection de 2022, avec l'absence de majorité absolue, et ce serait surtout intéressant de voir si on a à nouveau un grand renouvellement, ou si les anciens novices sont rempilés pour 50+, et ce que ça change dans leur façon d'incarner le métier. Plein de belles questions en perspective, mais en attendant, on passe au livre suivant. Numéro 7, La fascination de l'ogre ou comment desserrer l'étau de la finance de Laurence Yalom, publié chez Fayard en 2019. Et oui, parce que je ne lis pas que de la sociologie, j'essaye de lire aussi régulièrement des travaux en économie, même si là l'angle est plutôt celui de l'économie institutionnelle, c'est-à-dire un pan de l'économie qui ne s'intéresse pas uniquement à des modèles abstraits, mais à comment fonctionnent réellement les institutions. C'est un peu la version la plus sociologique de l'économie, on pourrait dire. Alors, pour vous présenter rapidement Laurence Yalom, elle est professeure à l'Université de Paris-Nanterre, elle est spécialiste d'économie financière et plus particulièrement des politiques macro-prudentielles. Je sais, ça fait beaucoup de gros mots. Elle est notamment membre de plusieurs conseils spécialisés et elle fournit régulièrement des analyses pour l'ONG Finance Watch qui garde un œil sur les dérives du monde de la finance. Alors, le point de départ du livre, c'est déjà qu'il y a énormément de problèmes dans le monde de la finance d'aujourd'hui. Des crimes en col blanc, un manque de régulation, des conflits d'intérêts, bref. Mais surtout, le problème, c'est que on parle très peu de ces questions-là parce que la finance, c'est vu comme un truc technique et hyper compliqué, et du coup, c'est difficile de s'y attaquer véritablement. L'ambition du livre est donc de rendre accessible un maximum de ces mécanismes et de faire comprendre les irrégularités du monde de la finance pour que ces sujets soient davantage discutés dans la sphère publique. Un peu ce que je suis en train de faire là. Comme elle l'écrit dans son introduction, Laurence Yalom a été poussée à écrire ce livre en lisant Les Marchands de doute, l'ouvrage de Oresque et Conway dont on a déjà parlé un peu plus tôt, et dans lequel il décortique comment les lobbies industriels, et notamment celui du tabac, ont élaboré une stratégie très efficace pour éviter ou affaiblir toute réglementation qui pourrait nuire à leurs intérêts. Sa thèse est donc que le même genre de constat peut être fait à propos de la finance qui semble gangrénée par un lobby bancaire extrêmement puissant. Elle souligne non sans humour qu'elle travaille depuis de très nombreuses années sur ces questions-là, puisqu'elle avait réussi à monter un cours de régulation macro-prudentielle niveau Master 2 dès 2004. Mais à l'époque, cette question n'intéressait pas grand monde, tout le monde s'en foutait un peu. Autant vous dire que ça a bien changé après la crise de 2008, où d'un coup, elle s'est mise à recevoir beaucoup plus de demandes pour intervenir sur ces questions-là. On comprend pourquoi. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique très rapidement un terme important. Je vous ai dit que Laurence Yalom, elle est spécialiste de politique macro-prudentielle. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, pour comprendre, il faut réussir à faire la différence avec ce qu'on appelle une politique micro-prudentielle.
L'idée, c'est que, pour ne pas faire faillite, une banque, elle doit se protéger contre les risques. Par exemple, elle doit avoir une quantité suffisante de fonds propres, elle doit pas créer trop de monnaie, ou bien elle doit pas avoir des positions trop risquées sur les marchés financiers. Et quand on essaye de rendre chaque banque individuellement plus solide, on parle de politique microprudentielle. Le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ça suffit pas. Pour avoir un système financier solide, il ne suffit pas que chaque élément pris isolément soit plus solide, parce que ça ne protège pas contre les risques de système. En gros, c'est l'idée que si une banque fait faillite, on pensait avant que c'était normalement pas trop grave, du moment que les autres banques étaient solides, ça devait tenir le coup. Le problème, c'est que, comme toutes les banques font à peu près les mêmes trucs, s'il y en a une qui fait faillite, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'un marché s'est cassé la gueule, et du coup, les autres banques vont être elles aussi fragilisées. Alors, si en plus elles possédaient des titres de la banque qui a fait faillite, alors là c'est fini, on risque l'effondrement du système tout entier, et c'est un peu ce qui s'est passé en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Je précise que je simplifie beaucoup là, hein. Et du coup, les politiques macroprudentielles, c'est des politiques plus globales qui visent à nous protéger contre un risque systémique des marchés financiers. En gros, c'est ce qui évite qu'on perde toute notre épargne chaque fois qu'un P d'influenceur fait trembler tout Wall Street. Le livre commence donc par faire un résumé de toute la littérature économique parue sur l'instabilité financière, donc les liens entre les bulles de crédit et les bulles financières et immobilières, l'illusion selon laquelle les marchés financiers fonctionneraient toujours parfaitement, la tendance à l'hypertrophie de la finance, tout est expliqué, donc je vous invite à lire le livre s'il y a des trucs que vous aimeriez mieux comprendre sur ces sujets-là, sinon il y a bien sûr la chaîne de Eureka, vous connaissez depuis le temps. Ensuite, dans la partie que je trouve plus intéressante et plus institutionnelle, elle pointe les multiples conflits d'intérêts dans lesquels baignent les banques. Elle fait une analyse de ce qu'elle appelle la capture, c'est-à-dire l'ensemble des multiples canaux par lesquels l'industrie financière pèse sur les processus de décision politique pour servir leurs propres intérêts. Outre le lobbying classique et agressif que l'on peut imaginer, un des points les plus intéressants du livre, c'est de montrer la capture cognitive qui est à l'œuvre. Le monde de la finance contrôle votre cerveau! Non, mais le fait est que l'économie mainstream, néolibérale, s'est tellement imposée partout, à la fois dans les départements de recherche d'économie, mais aussi chez les décideurs publics, qu'il règne un climat intellectuel de défiance vis-à-vis des réglementations qui sont accusées de ne plus servir que des intérêts privés et de générer des distorsions de concurrence au détriment du consommateur. Dans le domaine de la finance, l'hypothèse dominante de l'efficience des marchés financiers, des anticipations rationnelles et la représentation des crises comme le résultat d'un choc exogène ont conduit à se convaincre du caractère néfaste et même contre-productif d'une régulation étatique et à en conclure que la sphère financière pouvait s'autoréguler. S'autoréguler, oui, je crois qu'on peut être d'accord sur le fait que ça marche plutôt bien. C'est encore plus visible dans le secteur bancaire où les régulations sont bien en dessous de ce qu'on pourrait espérer. Comme je vous l'ai dit, les banques, elles doivent suivre des règles en termes de capitalisation ou de position risquée sur les marchés financiers. Mais dans les faits, on laisse les banques utiliser leur propre modèle d'évaluation des risques pour le calcul de leur ratio de capital réglementaire. C'est un peu comme si on laissait un conducteur donner lui-même une approximation de la quantité d'alcool qu'il a dans le sang en le croyant sur parole et sans vérifier derrière. Et c'est pas fini, parce que le livre met aussi en évidence une généralisation de ce qu'on appelle les revolving doors entre le monde des banques et celui de la finance. En gros, il est pas rare que le PDG d'une grande banque ou d'un fonds de pension soit engagé comme président de la commission chargée d'évaluer et de sanctionner les risques financiers. C'est un peu comme si on engageait un ex-grand patron de labo pharmaceutique pour gérer les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Ça veut pas dire qu'il serait forcément biaisé dans son travail, mais on est quand même en droit de se poser la question. Mais d'ailleurs, la question, elle se pose même pas parce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet et qui montrent que les superviseurs ayant eu antérieurement des fonctions et ou un mandat dans le secteur financier sont prédisposés à une plus grande identification sociale avec celui-ci, ce qui impacte négativement leur performance en tant que superviseur. Une autre étude de 2017 a montré que la proportion des gouverneurs de banques centrales qui avaient un passé dans la finance, il est passé de 10% en 1980 à 30% en 2010. Et surtout, on voit qu'un banquier devenu banquier central dérégule 3 fois plus qu'un banquier central sans expérience dans la finance. Donc on voit vraiment un effet de cette capture cognitive du monde de la finance dans les politiques qui sont menées. Si on a été un banquier pendant suffisamment longtemps, on pense comme un banquier et du coup on n'est pas un bon régulateur. Mais bon, ça, visiblement, personne ne s'en est aperçu parmi ceux qui désignent les banquiers centraux. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit aussi des anciens banquiers, On en a un comme président, il n'y a qu'à voir ce que ça donne.
Pour finir, Laurence Tialom propose des pistes pour desserrer cet étau de la finance et ça s'articule autour de 2 éléments. Alors déjà, réduire le pouvoir de capture de la finance en luttant contre les lobbies, contre le pantouflage et surtout en rendant moins inutilement complexe le monde de la finance pour que tout le monde puisse se saisir de ces enjeux. Mais d'autre part, et c'est un gros morceau, refondre complètement la discipline économique tant sur l'enseignement que du point de vue de la recherche. Je suis déjà revenu dans mes précédentes vidéos sur le fait que la science économique manque de diversité et qu'elle est dominée par un paradigme mainstream, et Laurence Tialom plaide pour une approche beaucoup plus large des enjeux économiques. Bref, c'est un livre extrêmement intéressant et utile d'un point de vue citoyen. Certains passages pourront vous paraître un peu techniques si vous êtes vraiment allergique à la finance, mais il y a vraiment un gros travail de pédagogie et surtout le livre est extrêmement solide d'un point de vue scientifique. Tout est sourcé, documenté, démontré, et le livre est riche de propositions politiques. Je vous le conseille très chaudement si c'est des questions qui vous intéressent. Quant à nous, on passe au livre suivant. Numéro 6, Bullshit Jobs de David Graeber, paru en français en 2018 au Lien qui libère. Et celui-là, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai lu en livre audio. Vous avez sûrement déjà entendu parler des bullshit jobs de David Graeber, qu'on a traduit souvent en français par les jobs à la con, et qui sont devenus une réelle épidémie de notre modernité. Alors, David Graeber, c'était un anthropologue américain à la London School of Economics, et il nous a malheureusement quittés en 2020. Et c'est aussi un militant anarchiste qui a été à l'avant-garde du mouvement Occupy Wall Street. C'est une figure assez particulière parce que c'est un chercheur ultra sérieux et bien implanté dans le monde académique, mais il est également très populaire et ses livres sont lus par une grande partie de la population. D'ailleurs, une de ses marques de fabrique, c'est que, tout en étant exigeant sur le plan scientifique, ses livres sont très accessibles et il écrit avec un style très agréable, à la fois simple et pas mal ponctué d'humour. Un de ses livres les plus célèbres, c'est sans doute Dette 5000 ans d'histoire, dont Tizimit avait fait une présentation brillante et très complète sur sa chaîne en 2 vidéos de près d'1 heure chacune, donc si le sujet vous intéresse, vous savez quoi faire. Par la suite, il a aussi écrit sur les déboires de la bureaucratie dans son livre Bureaucratie, l'utopie des règles paru en 2015, et c'est un peu dans cette même veine que paraît en 2018 ce gros bangers qui est Bullshit Jobs. Donc si c'était pas encore assez explicite, je vous recommande très fortement la lecture de ce livre. C'est intelligent, c'est drôle, ça se lit tout seul, et ça apporte des réflexions vraiment lumineuses sur notre organisation du travail. Déjà, on commence par une petite définition. David Graeber définit les bullshit jobs comme une forme d'emploi rémunéré si totalement inutile, superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu'il se sente obligé de faire croire le contraire. C'est des métiers qu'on va retrouver beaucoup dans la finance, par exemple, ou dans le monde des avocats d'affaires. Et il y a déjà un truc important de cette définition, c'est sa dimension subjective. C'est le sentiment intime de faire un métier complètement inutile, voire carrément néfaste. Et Graeber soutient que c'est là une grande source d'insatisfaction, voire de souffrance psychologique, parce que, intérieurement, tout le monde voudrait être utile. L'idée du livre est donc née d'un court billet d'humeur qu'il avait initialement publié en 2013 dans la revue anarchiste Strike, qui a fait un énorme buzz sur le net et qui a suscité une avalanche de témoignages de travailleurs qui s'y reconnaissaient. C'est donc directement sur Twitter que Graeber a récolté une grande partie des témoignages et des contributions qui lui ont permis d'affiner ses recherches et de produire une typologie des bullshit jobs. Il divise donc les bullshit jobs en 5 grandes catégories: les larbins, les porte-flingues, les rafistoleurs, les cocheurs de cases et les petits chefs. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Les larbins, ou les faire-valoir, ils ne servent qu'à mettre en valeur la hiérarchie ou la clientèle. Typiquement, le métier de portier, qui pourrait facilement être remplacé par un interphone, mais ils ne servent que à faire prestige. Deuxièmement, on a les porte-flingues ou les sbires, dont le boulot a une composante agressive, mais surtout qui n'existe que parce que la fonction a été déjà créée par d'autres boîtes concurrentes. Par exemple, un pays n'a besoin d'une armée que parce que les autres pays en ont une. Alors, c'est un exemple, Graeber ne dit pas du tout que l'armée est un bullshit job en soi. Par contre, les lobbyistes, les experts en relations publiques, les télévendeurs, les avocats d'affaires, c'est autre chose. La particularité du porte-flingue, c'est pas seulement qu'ils n'apportent rien à la société, mais c'est qu'ils ont carrément un impact négatif.
Troisièmement, on a les rafistoleurs, ça c'est ceux qui sont là uniquement pour résoudre des problèmes qui auraient dû être évités. Typiquement, on va retrouver les subalternes dont le boulot est de réparer les dégâts causés par des supérieurs hiérarchiques incompétents, ou par exemple tous les métiers du type médiateur interne qui doit résoudre des conflits entre différents départements qui pourraient être évités si les employés communiquaient ou si l'organisation du travail était un petit peu plus efficace. Quatrièmement, on a ce qu'il appelle les cocheurs de cases, qui sont principalement recrutés pour permettre à une organisation de prétendre qu'elle traite un problème, mais qu'elle a aucune intention de résoudre réellement. On a par exemple le cas d'une jeune femme dont le rôle était de coordonner des activités de loisirs au sein d'une maison de retraite, mais que, en réalité, elle passait plus de temps à faire remplir des formulaires sur leurs envies aux pensionnaires plutôt qu'à s'occuper vraiment d'organiser des activités. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie des petits chefs. Eux, ils sont là pour surveiller des personnes qui travaillent déjà de façon parfaitement autonome. Et avec une prime pour les petits chefs qui s'ennuient et qui du coup vont créer des missions à la con ou qui recrutent pour des boulots à la con. Ça, c'est ce que David Graeber appelle bullshitiser la vie des autres. Bref, comme vous pouvez le sentir ne serait-ce qu'avec la terminologie, c'est un livre assez drôle qui fourmille de plein de petits exemples rigolos ou affligeants, c'est selon. Mais il y a aussi des réflexions vraiment intéressantes sur la façon dont la bullshitisation du monde du travail a profondément transformé l'organisation sociale et la hiérarchie des normes. Par exemple, il se pose la question toute simple de savoir pourquoi beaucoup de ces bullshit jobs néfastes, comme les financiers ou les avocats d'affaires, sont très bien payés, alors qu'à l'inverse, on a des jobs ultra importants qui sont considérablement sous-payés. On peut prendre l'exemple des professeurs ou des professions médicales. Eh bien, son hypothèse, c'est que c'est tellement inconfortable psychiquement de faire un bullshit job qu'il faut au moins une forte rémunération pour supporter le fait d'être inutile ou néfaste. Alors qu'à l'inverse, on voit souvent l'argument de la vocation quand les professeurs ou les infirmières demandent des augmentations. En fait, c'est un peu comme si on nous disait « Non mais c'est bon, vous avez déjà un métier utile socialement et relativement prestigieux en termes symboliques, vous n'allez pas en plus demander une rémunération monétaire ». Et je dois dire que ça fait pas mal de sens. Bref, évidemment, là je raccourcis l'argument, parce qu'il souligne bien qu'il existe évidemment des bullshit jobs mal payés, mais je trouve cette façon de regarder la rémunération d'un métier comme corrélée négativement à son utilité sociale comme assez intéressante. Comme je vous l'ai dit, le livre fait réfléchir à plein de trucs super intéressants, et si je devais pointer une limite, je rejoindrais la critique de Thomas Coutreau dans sa recension, qui est le fait que Graeber fasse en fait très peu référence aux sciences du travail préexistantes, ce qui rend un peu plus faibles les pistes de solutions envisagées pour résoudre le problème. Cela dit, ça reste une lecture hyper fun et stimulante, et je vous conseille vivement Bullshit Jobs de David Graeber. Alors attention parce que là on était déjà dans le lourd et on rentre dans le top 5. Numéro 5, le mythe du déficit, la théorie moderne de la monnaie et la naissance de l'économie du peuple de Stephanie Kelton, publié au Lien qui libère en 2022. Alors à nouveau c'est un livre d'économie et je vais avoir du mal à vous dire grand chose de plus que lisez-le. Que vous ayez ou pas du mal avec l'économie, lisez-le, c'est un bijou de clarté et ça retourne complètement la façon de voir le fonctionnement du système économique. Stephanie Kelton, je vous la présente rapidement, elle est américaine, professeure d'économie et de politique publique à l'université de Stony Brook à New York, et elle a été conseillère économique pour plusieurs décideurs publics, notamment au sein du Parti démocrate, elle en parle un petit peu dans le livre, quand elle montre que les politiques ne comprennent à peu près rien au fonctionnement du système économique. Bon, alors, pour vous expliquer le point de départ du livre, le but est de présenter la nouvelle théorie monétaire qui espère remplacer la vieille façon de concevoir l'économie, surtout portée par le monétarisme. Ça commence par le constat de comment est créée la monnaie. Donc je refais un petit peu d'histoire de la pensée. Pendant longtemps, on a cru que lorsque les banques font un crédit à quelqu'un, elles se contentaient de prêter l'épargne des autres déposants. En gros, on pensait que la banque n'avait qu'un rôle d'intermédiaire entre des agents en capacité de financement et des agents en besoin de financement. Mais ce dont on s'est aperçu en regardant dans le détail, c'est que ça marche pas du tout comme ça. En fait, lorsqu'une banque fait un crédit, elle crée de la monnaie qui n'existait pas auparavant. En fait, la monnaie, c'est juste une ligne de code sur un compte. Du coup, quand une banque vous prête, disons, 100 000 €, elle écrit juste 100 000 € sur votre compte sans que cet argent ne soit soustrait nulle part ailleurs. On parle de création monétaire ex nihilo. Ce dont je vous parle là, c'est pas une théorie, c'est le consensus économique. On sait que ça marche comme ça. C'est même dans les programmes scolaires de sciences économiques et sociales, et je vous invite à poncer la chaîne Eureka si jamais vous voulez en savoir plus.
Je vous dis ça parce que cet état de fait, il a été un peu dur à avaler pour pas mal d'économistes, et surtout pour pas mal de politiques. Et bien souvent, ils ont continué à voir une vision de l'économie qu'on pourrait qualifier de « à l'ancienne ». Et maintenant, on peut dire que la nouvelle théorie monétaire, c'est un courant un peu hétérodoxe de l'économie qui entend tirer pleinement les conséquences de la façon dont la monnaie est réellement créée, et donc de l'appliquer notamment à la question des déficits publics. Du coup, je vous conseille vraiment de lire le livre, parce qu'il est très pédagogique et surtout assez inédit. En fait, Stephanie Kelton, elle prend la façon qu'on a de voir habituellement l'économie, elle te retourne complètement le truc, et elle te dit « Bon, tu vois ce machin qu'on avait l'impression que ça fonctionnait comme ça ? Eh bien en fait, ça fonctionne comme ça. » Et surtout, elle le démontre de façon assez indiscutable. Du coup, la grosse thèse du livre, c'est notamment qu'on se fourvoie complètement quand on parle des déficits et de la dette publique, parce qu'en fait, c'est pas de la dette, c'est plutôt de la création monétaire. Alors, là-dessus, il faut préciser qu'elle parle surtout dans le contexte des États-Unis, c'est-à-dire une puissance qui a une monnaie fiat, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler par sa banque centrale. En France, par exemple, on n'a pas le contrôle de notre politique monétaire, puisqu'on est dans la zone euro, et du coup, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui détermine la politique monétaire, et nous, on fait pas ce qu'on veut. Mais je vais rester en France pour vous donner un exemple. Je sais pas si vous savez, mais en France, aujourd'hui, on est endetté à environ 110% du PIB. Et on a environ 20% de la dette française qui est possédée par la BCE. Ce que ça veut dire, c'est que la BCE, elle a créé de la monnaie pour acheter de la dette française à d'autres acteurs économiques, par exemple des banques ou des fonds de pension. Mais imaginons que demain, la BCE décide d'annuler cette dette. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien en fait, d'après Stephanie Kelton, rien. La seule chose, c'est que la monnaie que la banque a créée pour acheter la dette ne serait pas détruite, parce que du coup on n'aurait plus besoin de la rembourser, mais sinon, c'est tout. Et du coup, ça ferait passer la dette publique française immédiatement à environ 88% de dette sur PIB. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que globalement, la Banque centrale, elle a un pouvoir de création monétaire illimité. Donc ça n'a pas de sens pour elle de parler de dette publique quand un État a le contrôle de sa politique monétaire. Par exemple, aux États-Unis, on pourrait imaginer qu'on arrête complètement de lever des impôts et qu'on finance tout par la création monétaire. On paye les infrastructures, les fonctionnaires, les prisons, tout par de la création monétaire, en ne prélevant aucun impôt. Et pourquoi pas? La Fed peut créer autant de dollars qu'elle veut. Alors, autant qu'elle veut, quand même pas. Les tenants de la nouvelle théorie monétaire ne plaident pas non plus pour une création monétaire illimitée, bien au contraire. Mais selon eux, il n'y a qu'un seul critère important, c'est l'inflation. En gros, si on crée beaucoup d'argent, mais que l'économie est capable d'encaisser, de s'adapter, et qu'on augmente la production sans augmenter les prix, pas de problème. Mais si à l'inverse, d'un coup, on crée plein d'argent ou qu'on arrête de prélever les impôts et que ça se traduit par des gros chocs de demande qui provoquent de l'inflation, alors là, il faut ralentir parce que ça veut dire qu'on allait trop vite pour l'économie. D'ailleurs, dans cette optique, elle soutient que la seule raison pour laquelle le gouvernement doit prélever des impôts, c'est pas pour se financer, parce que, comme on l'a dit, il peut créer toute la monnaie qu'il veut, il n'en a pas besoin, mais c'est avant tout pour enlever de la richesse aux gens pour éviter les tensions inflationnistes. Du coup, la seule boussole que devraient avoir les décideurs publics, c'est le niveau d'inflation, et pas du tout la quantité de dette publique qui, elle, ne signifie rien. Et au moment où Kelton publie le livre, l'inflation était très basse, donc ça appelait à plus de création monétaire. Évidemment, les préconisations seraient bien différentes aujourd'hui, où l'inflation est revenue. Je précise quand même que j'ai volontairement simplifié le propos par souci de clarté. Bien sûr, il y a des débats concernant les effets que pourrait avoir l'annulation de la dette publique par la Banque centrale. Mais je vous présente la version qui est principalement présentée dans le livre, et puis je vous laisserai vous renseigner si vous voulez voir les critiques qui sont faites de cette vision-là par les économistes mainstream. Un autre élément important du livre, c'est de montrer à quel point le personnel politique comprend en fait peu de choses au débat économique et que du coup ça participe à compliquer considérablement l'action de l'État. Elle bouillonne assez longuement par exemple sur un dispositif états-unien qui s'appelle le PAYGO, qui empêche le Parlement de passer une loi sans devoir trouver une source immédiate de financement, soit en augmentant les impôts, soit en baissant les dépenses ailleurs. Et surtout, elle montre que les politiques oublient bien souvent que la dette est aussi utile parce qu'elle est source de richesse et d'épargne stable sous la forme de bons du trésor. Par exemple, elle raconte une petite anecdote où elle demande dans une salle pleine de politiques s'ils aimeraient bien, d'un coup de baguette magique, faire disparaître toute la dette publique. Ils répondent tous « Mais oui, ce serait génial !» Et du coup, elle leur demande si dans le même temps, il serait aussi favorable pour faire disparaître du même coup de baguette magique toutes les obligations d'État. Et là, ils disent « Mais non, ce serait horrible, on a besoin des bons du trésor pour avoir des actifs sûrs qui stabilisent les marchés financiers. »
Et visiblement, il ne voit pas du tout la dissonance cognitive due au fait que une obligation d'État, c'est de la dette d'État. C'est littéralement la même chose. Mais qu'on le regarde soit du point de vue du débiteur, soit du point de vue du créancier. Mais on n'a pas l'un sans l'autre. Voilà, donc le livre présente une bonne partie théorique, où l'autrice nous réexplique le fonctionnement de la création et de la politique monétaire, avec plein de métaphores et d'illustrations qui rendent ça super clair. Puis ensuite, elle a toute une partie où elle détaille à quel point le fonctionnement actuel des institutions est inefficace, parce que tous les dirigeants sont obsédés par le montant de la dette publique, même au sein du Parti démocrate, qui devrait normalement être plus ouvert à cette façon de voir l'économie. Et elle pointe comment cette peur du déficit monétaire produit de vrais déficits graves aux États-Unis, comme le déficit de bon emploi, le déficit de santé, le déficit d'éducation, le déficit climatique ou le déficit démocratique. Ces dernières parties sont donc plus un diagnostic circonstancié sur les institutions spécifiquement américaines, mais franchement, on n'a aucun mal à voir en quoi la plupart des problèmes évoqués pourraient s'appliquer tout aussi bien à nos pays européens. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon vous conseillez de lire le livre, c'est vraiment une lecture passionnante, et en plus, c'est écrit avec beaucoup d'énergie, de clarté et d'humour, donc je vois pas ce qui vous retient. On passe maintenant au livre suivant. Numéro 4, Au commencement était, une nouvelle histoire de l'humanité par David Graeber et David Wengrow, paru au Lien qui libère en 2022. Et oui, un deuxième livre de David Graeber dans cette sélection qui, lui, du coup, est paru à titre posthume, donc il ne pourra jamais voir tout le succès qu'il a rencontré. Et je vous avoue que j'en pleure encore plus sa mort, parce que normalement ce tome aurait dû être le premier d'une série de 3, et que, a priori, les deux autres ne sortiront jamais. Sniff. Donc, je vous ai déjà présenté David Graeber, il coécrit ici avec l'archéologue David Wengrow, avec qui il a eu un échange pendant de nombreuses années, et ce livre est le résultat de leur collaboration pluridisciplinaire fructueuse, dans laquelle il propose tout simplement de réactualiser l'histoire un peu trop souvent réchauffée de toute l'humanité, rien que ça, en intégrant toutes les dernières recherches anthropologiques et archéologiques. Rien que ça. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un sacré pavé, il est massif, et c'est peut-être son seul défaut à mes yeux, c'est qu'il nous blaste avec tellement d'informations et de recherches diverses que c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que initialement je l'avais mis un petit peu plus bas dans le classement, mais le fait est que seulement quelques mois après l'avoir fini, je viens de le recommencer. Et je vous avoue que c'est quand même assez rare que je revienne aussi vite sur un livre comme ça. Et à la relecture, je me dois bien de reconnaître que ce livre est vraiment brillant. Et je précise aussi que ce que j'aime en particulier, c'est la première partie du livre, qui est particulièrement stimulante et passionnante à mes yeux. Mais qu'est-ce qui est si passionnant, me direz-vous ? Eh bien, avant tout, c'est un énorme travail de déconstruction de toutes les grandes synthèses qui ont essayé de raconter l'histoire de l'humanité, comme celle de Francis Fukuyama, Jared Diamond ou même Yuval Noah Harari, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Le fait est que, bien souvent, on a une façon beaucoup trop linéaire de nous raconter l'histoire de l'humanité. Et ça fait en gros ça. Avant, on vivait comme des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, et puis un jour, il y a eu la révolution agricole, on a commencé à construire des villes, et inévitablement, le pouvoir s'est formalisé et hiérarchisé, parce que c'est inévitable quand on doit coordonner des grands groupes humains. Et globalement, ce que disent les deux David ici, c'est que cette façon de raconter l'histoire, c'est de la merde. En fait, ils se battent surtout contre l'aspect téléologique de ces récits. Ça veut dire contre l'impression qu'il était inévitable que nos sociétés évoluent comme cela. Si on prend l'exemple des hommes préhistoriques, on passe souvent très vite en nous racontant globalement que c'était des petits chasseurs-cueilleurs et ils vivaient en petits comités dans des groupes très égalitaires. Ok, si on veut. Mais là, on est quand même en train de parler de l'organisation sociale, des humains, sur plusieurs centaines de milliers d'années et sur toute la surface du globe. Est-ce que c'est vraiment réaliste de supposer par défaut que l'humanité a connu une seule forme d'organisation sociale pendant toutes ces années ? En fait, ce que ça cache, c'est qu'on a souvent tendance à considérer nos sociétés modernes comme avancées et réflexives, et du coup, quand on pense aux sociétés préhistoriques, on leur enlève un peu leur capacité à penser des structures sociales complexes ou simplement différentes des nôtres, en présupposant qu'ils s'organisaient plutôt par nécessité. Et ce que fait le livre, c'est de considérer les humains à toutes les époques comme capables d'inventer des formes de vie sociale particulières, et c'est assez bien étayé par les découvertes archéologiques.
En fait, il semblerait même que c'est plutôt nous qui actuellement sommes restés bloqués à des sociétés hiérarchisées, là où nos ancêtres obéissaient à des modes d'organisation opposés à la hiérarchie et surtout beaucoup plus diverses. Notamment, en ce qui concerne l'agriculture, il montre par exemple qu'elle n'a pas forcément marqué un tournant incontournable vers la sédentarité, mais qu'il y a eu plein de cultures humaines qui l'ont adoptée, puis abandonnée, puis redécouverte. Et on a plein de va-et-vient comme ça. De la même façon, pour ce qui est de la hiérarchie, c'est pas du tout un fait inéluctable, hein. Encore au début du XXe siècle, les anthropologues ont pu observer des sociétés aux formes d'organisation saisonnières, où l'hiver est marqué par une forme très autoritaire de pouvoir centralisé, et au contraire l'été est marqué par un grand degré de liberté proche de l'anarchie. Et le pouvoir est lui-même tournant, hein, délégué à une famille différente à chaque nouvel hiver. Bref, l'idée, c'est que les formes d'organisation sociale sont foisonnantes et virtuellement infinies, et qu'il faut qu'on arrête notre pensée historiciste, hein, selon laquelle il y aurait des modes de société incontournables, et surtout des points de passage obligés pour y parvenir. Un autre point que je trouve passionnant, c'est qu'ils font aussi la généalogie de la pensée occidentale et de la façon qu'elle a eu d'observer les autres populations. Par exemple, il montre que pendant longtemps, on est resté coincé entre deux visions opposées et ultra réductrices sur la façon de penser l'humanité, celle de Hobbes et celle de Rousseau. Hobbes considérait que l'homme à l'état de nature était mauvais, et c'est la raison pour laquelle il faut installer un État, un Léviathan, pour contraindre et empêcher ses pulsions mortifères. A l'inverse, Rousseau avait une vision de l'homme naturel comme doux et empathique, et voyait donc le contrat social comme une soumission volontaire au bien commun, instaurée dans un premier temps pour protéger la propriété privée. Mais le problème, c'est que ces deux visions sont aussi merdiques l'une que l'autre. Et surtout, elles ont eu pour effet que pendant des années, les Occidentaux ont vu des populations autochtones comme ces fameux hommes naturels, non encore contaminés par la modernité, et c'est notamment ce qui est à la racine de ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage. C'est notamment à travers ce mythe que de nombreux auteurs des Lumières, comme Montaigne ou Diderot, ont pu faire passer des critiques sur leur société actuelle en donnant la parole à des personnages étrangers. On a par exemple un chef tahitien dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Et ce que j'ignorais avant de lire ce livre, c'est que c'est loin d'être une métaphore. En fait, toutes les idées qu'on attribue souvent aux Lumières, elles viennent principalement des penseurs américains. Et attention, par penseurs américains, je désigne bien les philosophes indigènes de l'époque. Quand on se repenche sur le carnet des voyageurs jésuites ou des missionnaires qui ont échangé avec les natifs d'Amérique, on s'aperçoit que ces derniers étaient de grands philosophes et débatteurs et que leur organisation sociale démocratique et libertaire les obligeait à être tous capables d'écouter les autres et de défendre des idées, et ce, bien mieux que les Occidentaux. De fait, si on lit les propos du chef Wendat Kandiaronk, originaire de l'actuel Québec dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que beaucoup de ces préceptes sont ceux qu'on a retrouvés plus tard sous la plume de nos philosophes des Lumières. Et d'ailleurs, eux-mêmes n'en faisaient pas mystère, hein. Beaucoup de ces philosophes à l'époque disaient déjà qu'ils étaient en train de recycler des idées des penseurs natifs. C'est juste que pendant tant d'années, on a tellement vu ces natifs comme des animaux qu'en fait on ne les croyait pas. On se disait non mais en fait ils attribuent ces pensées à des personnages natifs, mais c'est pour mieux faire passer leurs idées à eux. Alors que non, pour de vrai, ils récupéraient des idées des penseurs natifs. Bon, il serait impossible de résumer en quelques minutes un livre aussi foisonnant qui fourmille d'exemples et qui met en avant des phénomènes sociaux variés pour expliquer telle ou telle forme sociale. Il détaille par exemple le phénomène de la schismogénèse, qui désigne le fait que certaines sociétés se construisent en opposition les unes aux autres en s'efforçant d'adopter des traits culturels opposés à leurs voisins, ce qui explique une partie de la diversité des formes sociales. L'idée, c'est donc bien ici de rompre avec la vision évolutionniste de l'histoire en s'opposant notamment à la théorie des 4 stades, cette idée selon laquelle on serait passé de la bande à la tribu, puis à la chefferie, puis à l'État. Non, c'est pas aussi simple. Bon, et finalement, ce qui en ressort, c'est un sentiment assez libérateur, parce que le livre montre d'une façon assez magistrale qu'il n'y a pas une seule façon d'organiser les sociétés humaines. Et surtout, il n'y a pas non plus une meilleure façon de vivre en société, même si on pourrait imaginer qu'il y en aurait peut-être des moins bonnes. Mais à un moment où on perd tous un peu espoir dans le changement social, et où on imagine qu'il serait en fait plus possible d'inventer autre chose, c'est assez rafraîchissant de voir qu'on a en fait une quasi-infinité de modèles sociaux dans lesquels on peut piocher. Du coup, si vous n'avez pas peur des gros livres, je vous conseille fortement la lecture de Au commencement été. Il est aussi disponible en livre audio, si jamais ça peut vous aider à franchir le pas. C'est un livre magnifique, écrit de façon simple et claire, et surtout qui pousse à l'introspection et à réfléchir sur nos propres préjugés. Et maintenant, laissons à regret David Graeber et commençons les roulements de tambour parce qu'on entre dans le top 3.
Numéro 3, Pourquoi les top modèles ne sourient pas, chronique sociologique de Baptiste Coulmont et Pierre Merclé, paru aux Presses des Mines en 2020. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger mais qui reste ultra cool à lire. En termes de lecture d'été, je crois que je peux difficilement vous conseiller mieux. En fait, comme son sous-titre l'indique, le livre est une compilation de toutes les chroniques que les deux sociologues ont écrites pour Le Monde sous l'intitulé Carte blanche. Et du coup, pourquoi les top modèles ne sourient pas ? C'est juste le titre de l'une des chroniques parmi d'autres. Et d'ailleurs, je ne vous dirai pas pourquoi, il faudra aller lire le livre pour avoir la réponse. Comme je vous l'avais dit pour le cabinet de curiosité sociale de Bronner, j'adore les livres qui sont des compilations d'articles comme celui-ci. Et oui, si vous ne saviez pas, c'est apparemment un genre à part entière. Je vous avais recommandé il y a quelques années le livre de Paul Krugman, Lutter contre les zombies, ces idées qui détruisent l'Amérique. Alors, même si c'est très décevant parce qu'il n'y a pas de zombies dedans, le livre est super cool et c'est une compilation de toutes les contributions qu'il avait fait pour le Times. Et donc, dans ma liste de lecture pour cet été, je me suis gardé Vivement le socialisme, une compilation des chroniques de Piketty pour Le Monde, les chroniques décalées d'un économiste qui regroupe les contributions d'Emmanuel Combes dans L'Opinion, et les chroniques critiques de l'économie qui compilent les contributions de Jésabel Coupé-Soubeyran, Mathilde Dupré, Florence Janicatrice, Dominique Méda et Laurence Yalom pour France Culture. Donc autant dire que j'aurai pas le temps de m'ennuyer cet été. Bref, si j'aime ce genre de publication, c'est notamment parce que c'est en général fluide et bien écrit, parce que ça s'adresse au plus grand nombre, et personnellement, j'ai de plus en plus de mal avec les livres qui jargonnent. En plus, ça permet d'aborder plein de questions différentes avec un angle souvent nouveau et intéressant. Donc, le livre de Coulmont et Merclé, il est organisé en 5 grandes parties. D'abord la partie épistémologique qui s'appelle la science de la science, dans laquelle on retrouve des aspects plutôt méthodologiques, comme à quoi servent les statistiques, ou bien le fameux article Astérix chez les économistes, qui avait été ma source d'inspiration pour faire ma vidéo sur l'arrogance des économistes. Oui, parce que une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce type de publication, c'est aussi parce que ça me donne plein d'idées pour des angles originaux à traiter en vidéo. Une autre partie s'intéresse ensuite au monde du travail, avec des analyses sur les pourboires ou sur les tutoiements en entreprise. La partie 3 traite de la famille et de la sexualité, la partie 4 du monde de la politique, et la partie 5 des classes et des réseaux sociaux, où on trouvera notamment l'article sur les top modèles qui donne son titre au recueil. Chaque partie est composée d'une douzaine de chroniques qui font de 1 à 3-4 pages chacune. Donc il y a plein d'articles différents, ultra intéressants, et j'ai d'ailleurs plusieurs fois pioché des idées dans ce livre, puisqu'il y a tout un article sur la croyance au Père Noël, qui avait été le point de départ de ma série vidéo sur le Père Noël. Même si je tiens ici à pousser une petite gueulante contre une erreur d'édition, parce que, regardez, je vais vous retrouver ça, voilà, regardez, les pages 92 et 93 sont parfaitement identiques. Du coup, il me manque la page 93. C'est quand même fâcheux. Je demande à recevoir la page 93. Bon, du coup, je pense que vous avez compris, c'est cool, c'est intéressant, c'est bien écrit, ça aborde plein de questions différentes, et surtout, c'est facilement accessible à tous. Le livre avait été en sélection au prix lycéen du livre de SES l'année dernière, et il était arrivé à la 3e place. Et comme dans mon top d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas le prix lycéen du livre de SES, je vous conseille d'y jeter un œil. C'est comme le prix concours des lycéens, mais pour les livres de sciences sociales. Tous les ans, les lycéens lisent 8 livres en compétition et votent pour leur préféré. Mais on sera amené à en reparler. Du coup, encore une fois, je vous recommande chaudement les chroniques sociologiques de Coulmont et Merclé. Et maintenant, on passe au numéro 2. Numéro 2, Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi, paru en 2019 chez Payot. Bon, alors je sais, j'arrive un peu après la bataille, parce que ça commence à faire un moment qu'il est sorti, mais moi, je ne l'ai rattrapé que l'année dernière, et je comprends enfin tout le fuzz qu'on a fait autour de ce livre. Alors, Denis Colombi, si vous ne le connaissez pas déjà, shame on you. Et puis pour les autres, il est professeur de sciences économiques et sociales au lycée, mais c'est surtout l'un des premiers à avoir fait de la vulgarisation de sociologie sur Internet, à travers son blog Une heure de peine. Pour ceux qui n'ont pas la ref, le blog s'appelle Une heure de peine en raison d'une phrase ultra célèbre de Durkheim dans la préface de la division du travail social, dans laquelle il nous dit « Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif ». L'idée, c'est que, bien sûr, comme toute science, la sociologie doit servir avant tout à faire agrandir le stock de connaissances, mais il faut aussi qu'elle serve à quelque chose, notamment sur le plan politique. Pour Durkheim, le sociologue doit aider à comprendre les problèmes de la société en vue d'éventuellement les résoudre. Mais du coup, la première étape de ce processus, c'est avant toute chose de rendre accessible le savoir sociologique, et c'est précisément ce que se propose de faire Denis Colombi dans ce livre. Et avec son blog, évidemment. Il fait donc une compilation minutieuse et argumentée de la littérature qui existe sur la pauvreté, et il nous présente donc les résultats de
tous les travaux qui traitent de cette question, et il entend bien battre en brèche un certain nombre d'idées reçues sur le sujet. Donc ici, on n'a pas un ouvrage d'enquête, il n'y a pas de terrain spécifiquement, c'est surtout un ouvrage de vulgarisation qui vise à rendre accessible toute une somme de travaux réalisés sur le sujet de la pauvreté. Alors, dès le début, il remet les points sur les i en montrant qu'il y a énormément de préjugés négatifs sur la façon qu'auraient les pauvres de gérer leur argent. Et que plein de gens essayent d'apporter des solutions alors qu'ils y connaissent rien et qui du coup ils comprennent même pas bien quel est le problème. Dans le genre de grosses dingueries qu'on a pu voir sur le sujet, on se rappelle bien sûr de Jean-Michel Blanquer qui affirmait sans trembler des genoux que la prime de rentrée scolaire était parfois utilisée pour acheter des écrans plats. Et quand tout le monde lui a demandé mais d'où il tirait cette information, parce qu'il y a vraiment aucune étude qui laisse paraître un résultat pareil, et que septembre, c'est précisément le 2e mois de l'année où il y a le moins de ventes de téléviseurs en France, juste après le mois d'août, entre parenthèses, eh bien ce bon vieux beluga s'est contenté de nous répondre. Est-ce qu'il y a une grosse... on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr qu'il peut y avoir, qu'on peut regarder ça de cette façon-là. Donc des bons d'achat, ça peut être intéressant, mais... Ah, ce « on sait bien », je crois que c'est le pire ennemi de la sociologie. Et quand on lui pointe les résultats des études, il nous répond que... Donc vous maintenez cette phrase. Même si l'enquête de la CAF dit que c'est factuellement faux. Non, mais il n'y a pas de vraie enquête. C'est des enquêtes sur des déclarations de ce que disent les gens. Donc, si vous voulez, essayons d'être sérieux sur ces sujets, c'est-à-dire de... Eh ben super, c'est gentil pour les dizaines de chercheurs qui travaillent justement sur ces questions avec des matériaux ultra divers. Ce petit exemple, ça nous permet de voir plusieurs choses. C'est que sur ces sujets-là, déjà, on porte toujours un jugement négatif sur la façon dont les pauvres dépensent leur argent. D'où toutes les techniques pour essayer de cibler les achats avec des chèques non convertibles par exemple, parce qu'il y a toujours ce soupçon d'irresponsabilité si on leur donnait directement de l'argent. Et en plus, l'opinion publique, et en particulier le monde politique, baigne dans cette espèce d'auto-persuasion avec des arguments du type « Non mais on sait bien que ça se passe comme ça », en se reposant uniquement sur des préjugés et en n'allant jamais voir les travaux de sciences sociales. À titre d'exemple, cette affirmation sans fondement sur les téléviseurs et la prime de rentrée scolaire, elle a en fait été lancée par l'UMP en 2008, d'absolument nulle part, et depuis elle traîne comme ça dans les consciences alors qu'elle a jamais été basée que sur du vent. Bref, c'est juste un exemple, mais ça vous montre qu'on part de loin sur ces questions-là, et à quel point il faut déconstruire nos préjugés pour réfléchir un minimum de façon sérieuse. Pour étudier ça, Colombi commence donc par analyser tous les jugements de valeur qu'on porte à propos des questions de l'argent et de la pauvreté, en regardant comment sont souvent représentés les bons pauvres et les mauvais pauvres, et surtout la distinction faite entre le bon argent qui serait mérité et le mauvais argent qui serait indu. On met un pognon de dingue, on déresponsabilise, on est dans le curatif. Et patron... Ta gueule, Alexandre! Déjà, il montre que, en général, tout le monde est biaisé sur cette question, et que les débats sur l'argent et sur la pauvreté, ils servent en général moins un but de connaissance qu'ils ne remplissent une fonction identitaire, et surtout de positionnement politique. On est contre l'argent et du côté des pauvres si on est de gauche, et on est pour l'argent et contre la victimisation des pauvres si on est de droite. Du coup, Colombi nous invite à nous défaire de tous ces préjugés et d'éviter les deux écueils que seraient le populisme et le misérabilisme, c'est-à-dire d'un côté considérer que les pauvres sont authentiques, autonomes et bons par nature, et de l'autre côté le problème serait de ne pas les considérer comme des personnes à part entière parce qu'ils vivraient leur vie uniquement sous le prisme de la privation. Du coup, il faut regarder les pauvres pour de vrai, pas les considérer comme des démons, mais pas les considérer comme des anges non plus. Regarder en face qu'on peut effectivement trouver du racisme, de la misogynie ou de l'usage de drogue, mais que ces faits doivent être avant tout compris et expliqués, notamment dans le rapport qu'ils entretiennent avec la pauvreté. Mais surtout, et c'est un des passages qui m'a le plus intéressé, le premier chapitre s'intéresse à tous les jugements moraux qu'on porte sur l'argent lui-même, et qui affectent notre façon de réfléchir à cette question. Vous savez, c'est cette idée que l'argent corrompt et qu'il est un objet sale par nature. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les contes et dans les fictions, et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve dans les récits religieux. On se rappelle ce que racontait Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et il partait du paradoxe qu'il est étonnant que le capitalisme se soit développé dans des pays chrétiens, parce que, selon la Bible, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, l'argent c'est mal, et il vaut mieux rester pauvre parce que c'est eux qui arriveront premiers au paradis.
Et même si on n'est pas religieux, on trouve cette même condamnation de l'argent chez Marx par exemple, qui critique le fétichisme de la marchandise. Et c'est évidemment quelque chose qui va influencer les jugements sur les aides sociales et qui font préférer à beaucoup de gens d'apporter des aides en nature plutôt qu'en monnaie parce que les pauvres se laisseraient trop facilement contaminer par l'impureté de l'argent. Colombi illustre ça avec l'anecdote du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, bien connu des gros cerveaux pour son Tractatus Logico-Philosophicus. Ce dernier a reçu un gros héritage de son père, mais il a décidé de s'en débarrasser, paraît-il, parce qu'il voulait pas être aimé pour son argent. Et du coup, il décide de le donner à ses sœurs, qui étaient pourtant déjà pétées de thunes à plus savoir quoi en foutre. On pourrait se demander, pourquoi ? Pourquoi ne pas l'avoir donné aux plus pauvres ? Et son raisonnement est apparemment limpide, puisque l'argent corrompt, donnons-le à des corrompus. Cette anecdote, elle sert généralement à illustrer l'excentricité de Wittgenstein, ou même les conséquences d'un excès de logique sur l'esprit. Et si on peut effectivement s'en moquer, le point de Colombi, c'est de se demander est-ce qu'on est si différent de Wittgenstein quand il s'agit de l'argent ou de la pauvreté ? Le fait est que, quand on regarde, il semble que la prémisse selon laquelle l'argent corrompt est quand même pas mal répandue dans les jugements moraux ordinaires sur la question. Bref, je trouve ce travail de déconstruction particulièrement passionnant, et dans la suite du livre, il va restituer la façon d'arbitrer des plus pauvres en se basant sur des travaux solides comme le travail de Matthew Desmond aux États-Unis ou d'Anna Perrin-Heredia en France. Ça permet de mieux comprendre les arbitrages auxquels sont confrontés les plus démunis, et surtout ça permet de voir qu'il y a une réelle rationalité dans certaines dépenses qui pourraient paraître inconsidérées à première vue. Par exemple, pourquoi les enfants issus de ménages pauvres ont souvent des smartphones ou des vêtements de marque ? Ou pourquoi les plus pauvres dépensent-ils immédiatement l'intégralité de leurs revenus plutôt que de faire des achats plus échelonnés petit à petit en économisant ? C'est autant de questions qu'on comprend beaucoup mieux quand on replace le contexte social et économique dans lequel sont arbitrés ces choix. Et on voit qu'ils sont bien moins irrationnels qu'ils pourraient paraître à première vue. L'idée, c'est surtout de renverser le jugement en responsabilité qu'on fait trop souvent peser sur les plus pauvres. C'est cette idée selon laquelle leur situation serait la cause de leur mauvaise gestion. Du genre, ils sont pauvres, mais c'est parce qu'ils savent pas épargner, ou parce qu'ils gèrent mal leur argent. En fait, quand on regarde dans le détail, c'est plutôt l'inverse. C'est bien la pauvreté qui est la cause de certains comportements de dépenses, qui parfois certes sont des choix discutables, parce que quand on regarde la réalité, évidemment, il y en a qui craquent et qui dépensent tout, par exemple, à la Française des Jeux. Mais on voit que, bien souvent, les pauvres gèrent leur argent avec beaucoup plus d'habileté qu'on ne leur fait crédit. Et c'est d'autant plus impressionnant que, justement, c'est une activité à plein temps qui demande des ressources mentales considérables, notamment pour être tenue sur le long terme. Arbitrer un budget serré, c'est particulièrement difficile et les pauvres s'en sortent finalement pas si mal. Pour finir, ce livre de Colombi est un livre important que tout le monde, sans exception, devrait lire. Et en particulier, il devrait être obligatoire pour n'importe quel politique qui aurait l'outrecuidance d'ouvrir son clapet sur ces questions-là. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, parce que le livre a gagné la première place au prix lycéen du livre de SES pour l'année 2020-2021, et il le mérite très largement. Ça fait depuis le premier confinement que ce livre est sur ma pile de lecture, et je regrette d'avoir mis autant de temps à l'attaquer. Entre-temps, Denis Colombi a eu le temps d'en écrire un autre, Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous dans la fabrique de l'Homo economicus, toujours chez Payot, et je vais de ce pas l'ajouter à ma pile de lecture pour cette année. Donc évidemment, vous aurez compris, je vous conseille très fortement la lecture de Où va l'argent des pauvres, mais surtout, je vous conseille de suivre Denis Colombi sur Twitter. Il est très drôle et très actif, il raconte plein de trucs intéressants au milieu de tweets sur Zelda et sur Batman. D'ailleurs, Denis, si un jour ça t'intéresse qu'on fasse un épisode en collab sur Batman, je suis méga chaud et je me verrai difficilement aborder le sujet sans ton expertise. Voilà, le message est passé. Mais maintenant que tout ça est dit, même si vous avez compris à quel point j'ai aimé la lecture de ce livre, il nous reste la lecture que j'ai préférée de l'année 2022. Numéro 1, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique de Marie Bergström, publié à La Découverte en 2019. Alors, encore une fois, c'est complètement subjectif, mais c'est le livre que j'ai le plus apprécié l'année dernière. C'est un sujet ultra intéressant, c'est clair, c'est bien écrit, et surtout, ça utilise un matériau d'enquête original et ultra divers, qui en fait un livre 1000 fois plus solide que la plupart de ce qui paraît sur le sujet. Bon, je commence par une petite digression, mais une des raisons pour lesquelles je trouve ce livre aussi bien, c'est parce qu'il est vraiment basé, et qu'on est sur un sujet sur lequel il y a beaucoup de non-spécialistes qui s'expriment.
Par exemple, on a le cas de Zygmunt Bauman, qui est souvent présenté comme un sociologue, mais qui est, selon moi, est plutôt un philosophe spécialisé dans l'analyse de la postmodernité. Son grand concept, c'est celui de la liquidité des liens sociaux, qu'il a trouvé dans son livre de 2003, L'amour liquide, de la fragilité des liens entre les hommes, dans lequel il montre que, globalement, aujourd'hui, les gens ont de plus en plus peur de s'engager, et du coup, ça crée des formes d'insécurité parce que les liens sont beaucoup plus fragiles, liquides. Et alors il va l'adorer, sa métaphore de la liquidité, parce que après l'amour liquide, on va avoir droit à la vie liquide, et puis au présent liquide, bref, tout est liquide. Et évidemment, même si je caricature de ouf, je sais bien, on n'est quand même pas très loin du jugement de valeur visant à montrer que l'amour, aujourd'hui, c'est plus que c'était, en s'appuyant en général sur un matériau empirique assez faible, voire inexistant. Et en parallèle de ce genre d'écrit catastrophiste, on a aussi des gens qui s'intéressent à ce sujet alors qu'ils n'y connaissent rien. Bon, là, je vous préviens, je vais bitcher un peu. Mais bon, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ça doit pas trop vous déranger de m'entendre déblatérer. Et du coup, je profite de faire un format de vidéo un peu plus détente pour aborder un truc qui m'a fait rager il y a presque 3 ans. Donc, j'étais en train de regarder l'émission Quotidien du 4 septembre 2020 et ils reçoivent l'économiste libéral Nicolas Bouzou pour parler d'amour, parce que figurez-vous qu'il vient de publier L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle aux éditions de l'Observatoire. Alors, je vous préviens, je l'ai pas lu, mais rien que son intervention a suffi à me garder à tout jamais de le faire. Déjà, un peu de contexte. Il n'est pas rare que des économistes s'intéressent à des sujets qui sont traditionnellement traités par des sociologues. On a appelé ça l'impérialisme économique. Et l'idée, c'est que, comme l'économie se définit elle-même comme la science du choix, les économistes se sentent en général légitimes à aborder tous les aspects de la vie humaine. Le spécialiste en la matière, c'est l'économiste Gary Becker, qui a étudié la déviance, le mariage ou la culture. En général, ça donne des travaux quand même assez pauvres, parce qu'ils étudient tout sous le prisme de l'acteur rationnel, et ils se font rarement chier à lire les autres travaux qui existent déjà sur le sujet. Du coup, quand je vois un économiste débarquer sur un sujet comme ça, je suis déjà un petit peu sceptique. Et on voit le problème dès le début de l'émission quand il commence à parler du polyamour et qu'il en donne une définition. D'ailleurs pratique, je ne sais pas, mais le polyamour, c'est l'idée selon laquelle on peut être, alors pardonnez-moi, c'est impropre du point de vue français, mais on peut être en couple à 3 ou à 4, non pas seulement à 2, mais au fond, j'aime une personne, mais je peux aussi aimer 2 ou 3 personnes. Et donc on va faire un ménage à plusieurs. Ah mais non, tous sont OK. C'est transparent. Ouais. Tout le monde est au courant. Ah bah bien sûr. Alors, déjà, sa définition est aux fraises et ne correspond pas du tout au consensus pour ceux qui étudient cette question, et puis surtout, il suppose direct que c'est impossible. Pas possible, ça existe pas. Et son argumentation est claquée au sol. Heureusement que Maya Mazorette est sur le plateau pour lui offrir un petit peu de répondant. Faites expérience auprès de vos conjoints, dites-lui, écoute, j'ai une idée super, je ne vais pas avoir uniquement toi comme conjoint, mais je vais en avoir 3 ou 4. Est-ce que tu es d'accord avec En principe, sa réaction sera pas... Les polyamoureux sont avec des polyamoureux. Non. Tout est basé sur l'honnêteté. Il y a un débat. Ça marche pas, ça. Mais arrêtez, mais c'est génial. Alors le concept est super, mais simplement ça n'existe pas dans la réalité. Ça existe absolument dans la réalité. Attendez. Et là, son gros argument pour dire que ça marche pas, c'est que Sartre et Beauvoir ont essayé et qu'avec eux ça marchait pas. L'idée c'est que c'est surtout Sartre qui en profitait, mais que Simone a probablement été très malheureuse. Et du coup, c'est tout. On en reste là, il n'y a pas d'autres arguments, pas d'études plus récentes. Et à nouveau, merci Maya, heureusement qu'elle est là pour remettre un petit peu les points sur les i. Ça est plutôt l'infidélité. En fait, depuis que Françoise Saint-Père, qui est la personne qui a théorisé le polyamour en France en 1967 de mémoire, a fait pas mal d'adeptes. En fait, il y a tout un espèce d'outillage intellectuel qui s'est formé auprès des couples et des quadruples polyamoureux pour faire en sorte justement que ça se passe bien et qu'on puisse échanger avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de transparence, sans se faire du mal, en étant d'accord, en faisant des enfants et en partant en vacances. Vous en connaissez beaucoup? Oui. Ah ouais. Oui, si, bien sûr. Et là, vous la voyez, sa tête de débile pendant qu'on lui explique son propre sujet d'étude. Il arrive même pas à en croire la meuf 1000 fois plus basée qu'il a en face de lui. Oui, si, bien sûr. Le mec aborde un sujet auquel il ne connaît rien, en n'ayant lu aucun papier, et en ne prenant que des analyses individuelles pour lesquelles il prend visiblement sa propre existence pour juger tout le reste de l'humanité. Non, j'ai pas essayé, mais mon conjoint n'est pas d'accord. Puis je serais pas d'accord qu'elle me propose, en l'occurrence, le polyamour. Et ça se fait inviter sur des plateaux télé. D'ailleurs, il se fait toujours autant inviter dans les médias, même après que les Uber Files ont révélé qu'il a touché près de 10 000 € de l'entreprise Uber pour mener une étude qui, bizarrement, a trouvé que c'était vachement bien que Uber aille s'installer en France et que ça allait créer plein d'emplois. Mais bon, je digresse.
Classe. Mais je pense que le passage qui m'a le plus fait rager de toute l'émission, c'est celui-là, quand on parle des effets des nouvelles technologies sur l'amour. Mais aujourd'hui, si j'avais 20 ans, j'utiliserais les applis, parce qu'on fantasme toujours le passé. Alors vous savez, ça c'est les sociologues, ils disent les applis, c'est horrible, c'est la marchandisation de l'amour, mais alors le bal musette, c'était quand même beaucoup mieux. Et puis alors les chevaliers qui allaient délivrer les princesses, alors ça c'était beaucoup... Mais... Pardon? Mais de quel sociologue tu parles en fait? Quel sociologue fait des jugements de valeur sur son objet d'étude? C'est juste pas une bonne méthode d'enquête. Cette dévaluation du travail de gens que, visiblement, il ne lit même pas, ça a le don de m'énerver. Alors, en cherchant bien, il fait peut-être référence au travail d'Eva Illouz, dans son livre « Pourquoi l'amour fait mal » qui date de 2012, et dans lequel elle traite effectivement des aspects négatifs qu'on peut imputer à une certaine marchandisation de l'amour. Mais elle le fait sur un échantillon assez petit, et il faudrait que je revienne plus longuement dessus pour en parler plus en détail. Mais surtout, au moment de l'émission, ça fait déjà 1 an que le livre de Marie Bergström était sorti. Et s'il l'avait lu, ça lui aurait sûrement permis de dire beaucoup moins de conneries. Arrête. Bon, c'est bon, j'ai fini. Passons au livre. Du coup, venons-en au livre de Marie Bergström, justement. Qu'est-ce qui en fait un travail aussi intéressant? Alors, déjà, je vous la présente rapidement. Marie Bergström, elle est sociologue à l'INED, spécialiste du couple, du genre et des applications de rencontres. Et en fait, ce livre, il est issu de sa thèse de doctorat qu'elle a commencé en 2014 et qui porte précisément sur la sexualité, les classes sociales et les rapports de genre dans l'usage des sites de rencontres. Donc quand elle sort ce livre, ça fait déjà 5 ans qu'elle bosse sur ce sujet-là, et l'un des points intéressants, c'est qu'elle a pu faire au cours de sa thèse un partenariat avec le site Mythique qui lui a permis d'avoir accès à des milliers de données utilisateurs, anonymisées évidemment. Et en parallèle, elle a fait aussi des dizaines d'entretiens biographiques, donc elle mêle à la fois des données quantitatives avec des analyses statistiques solides et des données qualitatives qui lui permettent de mieux saisir certains enjeux plus subjectifs. Et d'ailleurs, si tout ça c'est des sujets qui vous intéressent, c'est pas la première fois que je parle de son travail sur YouTube. Parce que en septembre dernier, j'ai fait une vidéo pour la chaîne Avide de recherche qui porte sur la compréhension de la différence d'âge entre les hommes et les femmes sur les applications de rencontres. Et c'était tiré d'un des articles qu'elle avait écrit pour la Revue française de sociologie. Elle étudie la différence d'âge grâce à un gros traitement statistique sur les données de Mythique, et ça lui permet de débunker un peu certaines croyances qu'on pouvait avoir sur le sujet, en montrant qu'entre ce que les gens disent qu'ils font sur les applis de rencontres et ce qu'ils font réellement, y a une différence non négligeable. Mais je vous laisse aller visionner la vidéo si vous voulez en savoir plus. Alors, son étude, elle l'a fait en fait sur 2 versants principaux. Bien sûr, elle s'intéresse aux usages individuels et à la façon dont les acteurs sociaux s'approprient et utilisent les sites de rencontres, mais elle a aussi tout un versant où elle étudie les concepteurs de sites de rencontres, c'est-à-dire les entreprises qui forment le marché plus ou moins concurrentiel des sites de rencontres dans lesquels prennent place ces interactions. Et comme elle le dit elle-même... C'est un secteur économique florissant qui croît. Et il m'a semblé important de savoir, avant de comprendre ce que les gens font, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou non? Et comment est-ce que ces plateformes cadrent finalement les rencontres? Donc finalement comprendre ce nouveau secteur économique, qui sont les gens qui font ces plateformes, quelles sont leurs normes professionnelles, quelles sont leurs représentations de la rencontre et comment est-ce que tout ça finalement ça participe à cadrer les usages. Vous savez, le travail que justement Gérald Bronner n'a pas fait du tout dans Apocalypse cognitive quand il se propose d'étudier les comportements en ligne. L'intérêt de cette analyse, c'est que ça permet de remettre dans leur contexte un certain nombre de choses. Par exemple, le tout premier site de rencontre de l'histoire, c'est le site Match.com qui apparaît aux États-Unis en 1995, et c'est en fait initialement juste la version numérique des petites annonces qu'on pouvait trouver dans les journaux et qui existent depuis des décennies un peu partout dans le monde. C'est d'ailleurs un prisme par lequel les sciences sociales s'étaient déjà penchées sur la question, comme le montre cet article de 1984 de François de Singly dans la Revue française de sociologie, dans lequel il analysait les manœuvres de séduction à travers les annonces matrimoniales trouvées dans les journaux. Mais bien sûr, les sites de rencontres se sont complexifiés. On est passé des petites annonces aux sites avec chat intégré, puis aux applications géolocalisées. Mais ces différentes innovations se sont développées un peu comme n'importe quel marché initialement concurrentiel, avec des techniques de mimétisme et de différenciation minime. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de similitudes entre tous les sites de rencontres. Ce n'est pas forcément que c'est la meilleure version objective qui a été sélectionnée par le marché, c'est que tout le monde a copié à partir de la même base, ce qui fait que les premiers acteurs, notamment les sites de petites annonces, ont eu un impact considérable sur le développement du marché dans son ensemble, qui, comme elle le montre très bien, repose assez largement sur des archétypes ultra stéréotypés. D'ailleurs, s'il existe aujourd'hui probablement des milliers de sites de rencontres, il se trouve qu'ils appartiennent en réalité à quelques grandes compagnies mères qui se partagent le marché,
un peu comme sur n'importe quel marché qui aurait des tendances oligopolistiques à la concentration verticale, comme le marché des voitures. Par exemple, le groupe américain Match ne possède pas que son site originel, mais il est aussi le propriétaire de Tinder, de Mythic, de OkCupid ou de Plenty of Fish, pour ne donner que quelques exemples. Donc on a l'impression que ces sites se font concurrence, mais en fait, ils appartiennent à la même maison mère. Une autre conséquence de ça, c'est qu'on observe du coup une segmentation très forte du marché de la rencontre. En gros, on a les énormes mastodontes historiques comme Tinder ou OkCupid qui récupèrent la majorité des utilisateurs, ce qui fait que les autres applications, si elles veulent exister, elles sont obligées de se spécialiser et de se trouver des marchés de niche. C'est comme ça qu'on a vu des applis se spécialiser dans les rencontres extra-conjugales, ou se spécialiser en fonction de la ville, de l'âge, de l'origine ethnique, de la confession religieuse, ou même du milieu social, avec des applis réservées à l'élite. Bref, on a de la différenciation à tous les étages, et c'est là que les commentateurs mal avisés analysent cette prolifération comme un phénomène de société, et comme le signe qu'il y aurait de moins en moins de cohésion sociale à cause de la montée des communautarismes. Mais il faut bien voir que le fait qu'il y ait des applications spéciales pour maghrébins ou spéciales pour chrétiens pratiquants, c'est pas du tout à cause d'une montée du communautarisme, c'est à cause du capitalisme. C'est la simple recherche de profit qui incite les entrepreneurs à rechercher toujours de nouvelles niches qui n'auraient pas encore été exploitées pour espérer obtenir une part du gâteau qui est le marché de la rencontre en ligne. C'est juste un petit exemple, mais pour vous montrer en quoi observer juste les usages sans tenir compte des structures dans lesquelles se déroulent ces usages, ça peut nous rendre aveugles à une bonne partie de l'explication la plus pertinente. Après, je vais pas tout vous raconter dans le détail, je vous invite évidemment à lire le livre ou au moins à aller écouter Mary Bergstrom en conférence, je vous mettrai des liens dans la description. L'intérêt du livre, c'est notamment de montrer que si Internet change effectivement les usages, on est loin de la révolution catastrophique qui a été annoncée par les plus pessimistes. Mary Bergstrom répond aussi aux hypothèses qui ont été formulées sur le fait que les applications de rencontre pourraient favoriser une plus grande hétérogénéité sociale des couples en permettant la rencontre de personnes qui ne se seraient pas croisées habituellement. Pour le coup, c'est un terrain d'étude assez classique en sciences sociales. Depuis les travaux d'Alain Girard en 1964, on a mis en avant le phénomène d'homogamie sociale, c'est-à-dire le fait qu'on a souvent tendance à se mettre en couple avec des gens du même milieu social. Et c'est quelque chose qui a été étudié dans une célèbre enquête portant sur le choix du conjoint faite en 1988 par François Héran et Michel Boson. Michel Boson qui était d'ailleurs le directeur de thèse de Mary Bergstrom. Boson et Héran montraient notamment que les personnes ne se rencontraient pas au hasard, et surtout qu'elles ne se rencontraient pas aux mêmes endroits en fonction de leur milieu social. Alors que les classes populaires se rencontrent davantage dans les lieux publics, les classes dominantes se rencontraient plus dans les lieux privés ou réservés, comme chez les amis par exemple. Mais pour ce qui est des sites de rencontres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de grande révolution. Et même dans cet espace privatisé, les barrières entre les groupes sociaux se recréent. Par exemple, on peut voir que sur Mythic, le nombre de mots utilisés est parfaitement corrélé au niveau de diplôme des individus, qui est lui inversement corrélé à l'usage d'une photographie. Il semble donc que même si les usages sont cadrés et calibrés par les plateformes, tous les milieux sociaux ne les investissent pas de la même façon. Et elle met aussi en évidence des stratégies plus ou moins actives qui peuvent jouer le rôle de filtre, comme certains de ces enquêtés qui affirment couper la communication si jamais l'interlocuteur fait trop de fautes d'orthographe. On voit bien comment un filtre sur l'orthographe peut en réalité être un filtre sur l'origine sociale et du coup favoriser l'homogamie des rencontres en ligne. Parmi les choses vraiment nouvelles, elle insiste sur le fait qu'Internet permet une réelle privatisation de la rencontre, là où auparavant elle se faisait davantage sous le regard des autres, dans un bar ou à l'école par exemple. Elle montre notamment que cette privatisation, elle change particulièrement les usages pour la jeune génération. L'une des choses qu'on remarque démographiquement, c'est que aujourd'hui on fait tout plus tard. On se met en couple plus tard, on se marie plus tard, on fait des enfants plus tard, ce qui fait que le moment de la jeunesse s'appréhende beaucoup plus comme un moment d'expérimentation relationnelle et sexuelle. Et c'est dans ce moment d'expérimentation lié à la jeunesse que les sites de rencontres jouent un rôle très important parce qu'ils permettent une certaine émancipation. De fait, la jeunesse, c'est un moment où la sexualité est importante et où on a tous envie d'essayer des choses. Mais c'est aussi un moment où on est contraint par des univers normatifs. Que ce soit les parents, les camarades, les amis, il y a des enjeux de réputation qui font qu'il peut être difficile de faire tout ce qu'on veut. À ce titre, les sites de rencontres permettent de segmenter les espaces entre sphère familiale, sphère amicale et sphère des rencontres. Rencontres qui peuvent aller du simple plan cul jusqu'à la rencontre de l'âme sœur. Ça, il y a tout le spectre qui est représenté. De l'autre côté du spectre des âges, les applications sont aussi beaucoup utilisées par les 40-50naires qui se remettent généralement sur le marché matrimonial après un divorce. Plus que la privatisation de la rencontre, l'intérêt des plateformes ici, c'est plutôt de lutter contre une difficulté démographique
qui fait qu'après 30 ans, il y a beaucoup moins de personnes disponibles et que ça peut être difficile de rencontrer des gens quand on ne participe plus à des réseaux de sociabilité quotidiens, comme c'est le cas quand on fait des études par exemple. Et en plus, il y a toujours l'inconfort qu'on peut rencontrer à draguer en soirée ou sur le lieu de travail, où on est forcément soumis au regard des autres, là où les plateformes offrent le grand avantage de clarifier d'emblée le but recherché, tout le monde sait au moins implicitement pourquoi on est là, et en plus, ça se fait sans public. Mais il faut bien noter que si on voit l'émergence de ces nouveaux usages, on n'observe pas spécialement de changement dans les normes globales de la société. Au contraire, l'obligation sociale à être en couple, elle est toujours aussi forte, et le couple amoureux est toujours une norme ultra structurante. Par exemple, 50% des personnes divorcées se remettent en couple dans les 2 ans. Bref, encore une fois, je vous renvoie vers le livre, il est extrêmement solide sur le plan méthodologique, passionnant dans le nombre d'approches et de sujets qu'il aborde, et surtout, il agit comme un véritable antidote contre tous les discours catastrophistes qui ne regardent qu'un côté de la lorgnette et qui portent un jugement biaisé et souvent plein de préjugés sur ces sujets. Wouh, c'est fini. Et dis donc, finalement c'était plus long que ce que je pensais. Ce top 10 de mes lectures 2022 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires les livres que vous avez préférés l'année dernière parmi ceux que vous avez lus, ou ceux qui vous donnent le plus envie parmi ceux que j'ai abordés aujourd'hui. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux comme Facebook ou Twitter. Et si jamais vous cherchez toujours le livre parfait pour cet été, je vous rappelle que Comprendre le monde avec la pop culture est toujours disponible et qu'il s'en porte très bien à la plage. Non, vraiment, il est vraiment très plage compatible. Mais surtout, je suis assez impatient d'avoir vos retours sur ce type de vidéo. Initialement, j'avais juste prévu de faire un petit top 10 à la fin de l'année en vous parlant 30 secondes de chaque livre et puis de faire une petite vidéo de 10 minutes. Finalement, j'ai enregistré une première version de la vidéo non scriptée et j'ai trouvé ça absolument horrible. Il y avait que des « e » de partout et je ne disais rien intéressant. Bref, c'était le genre de truc que j'aurais pas aimé regarder moi-même, donc j'ai tout supprimé et j'ai préparé un script, et du coup, forcément, en essayant de dire une petite chose intéressante sur chaque livre, ça prend vite des proportions de plus en plus grandes, et on arrive à des vidéos d'1h30. Mais bon, de toute façon, ça a toujours été ma seule ligne éditoriale sur la chaîne, je fais des vidéos qui me plaisent et que j'aurais aimé voir en tant que public. Du coup, moi, j'aime bien les vidéos très longues et qui abordent plein de sujets, mais je suis quand même curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous ferait plaisir que je fasse ça un petit peu tous les ans en revenant chaque fin d'année sur mes lectures de l'année? Est-ce que finalement c'était un peu chiant? Est-ce que un top 10 à la fin de l'année ça fonctionne? Ou est-ce que ce serait mieux d'en faire peut-être un peu moins mais plusieurs petites vidéos? Par exemple, faire 2-3 fois dans l'année des vidéos avec 3-4 livres à chaque fois? Je sais pas, je vous laisse me donner vos idées. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles choses. Je vous fais des bisous avec votre consentement évidemment. Ciao!